Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous rencontrer. Je m'appelle Louis Dubost, je suis professeur au cours du Parnasse. J'interviens dans le cadre de la préparation au concours commun des IEP, au concours de Sciences Po que je coordonne, et donc j'enseigne par ailleurs aussi en IEP, à Saint-Germain-en-Laye et à Sciences Po Paris. Et j'interviens donc ici pour vous présenter le concours des IEP, les concours des IEP, devrais-je d'ailleurs plutôt dire, le concours de Sciences Po Paris et évidemment la réforme du concours qui est tombée il y a quelques jours désormais, la semaine dernière. D'accord? Et tout ça en 1 heure. Vous pouvez intervenir comme vous le voulez sur le chat. Allez-y. On va dire, plus vous intervenez, plus vous posez de questions, plus c'est pour moi facile de cerner vos attentes, vos demandes, vos requêtes et de vous répondre au mieux pour être aussi précis que possible. Alors, déjà, j'avais commencé par ça mon intervention. Comprenons bien que Sciences Po, c'est évidemment une formule qui est prestigieuse et qui est donc revendiquée par un nombre important d'écoles. Il faut être donc capable de distinguer entre Sciences Po Paris et les campus en région, et ce qu'on appelle les IEP de province, qui eux-mêmes se subdivisent entre les IEP du concours commun et les IEP de province qui ne sont pas intégrés au concours commun. Là, vous avez sur cette carte l'ensemble des Sciences Po, avec un S, possibles et inimaginables, à la fois donc de Paris et en même temps de province. Mais si on décante un peu, on voit que les IEP du concours commun ne sont pas les mêmes que les IEP hors concours commun, qui ne sont pas les mêmes que les sites de Sciences Po Paris, y compris en province. D'abord, commençons par les IEP du concours commun. Donc pour que ce soit très clair, le concours commun des IEP, c'est, je vais le détailler évidemment tout au long de mon intervention, mais c'est en tout et pour tout cette école, d'accord, que vous présentez, enfin que les candidats vont présenter, donc les terminales ou les candidats en première année post-bac, une fois. Cette année, le 26 avril 2025, vous passerez 3 épreuves, une épreuve de langue, une épreuve d'histoire, une épreuve de questions contemporaines, et en fonction de vos résultats, vous serez ventilé sur un ou plusieurs de ces IEP ou vous ne les aurez pas, d'accord? Ces IEP sont de prestige un peu différent. Alors officiellement, ils ont tous évidemment ces instituts d'études politiques, tous la même situation. Il n'empêche que certains, on le remarque bien sur Parcoursup, sont davantage demandés que d'autres. Le concours de l'IEP de Lille est sans doute aujourd'hui celui qui est le plus réputé, le plus difficile, parce que c'est l'école qui a le plus de prestige national et international, puis l'IEP de Lyon et son campus de Saint-Étienne, puis l'IEP de Strasbourg, puis l'IEP d'Aix-en-Provence, l'IEP de Toulouse, l'IEP de Saint-Germain-en-Laye et l'IEP de Rennes, pour le dire très rapidement. Il se trouve que chacun de ces IEP a aussi des spécialisations au niveau du master. Certains masters sont plus prestigieux dans un IEP, j'y viendrai tout à l'heure, que dans un autre. Ça peut être un des biais que vous analyserez au moment où vous déciderez d'aller dans tel ou tel IEP, même si évidemment, vous pouvez parfaitement rentrer dans un IEP, y faire votre bachelor, c'est-à-dire vos 3 premières années, et ensuite décider, en présentant un dossier, de basculer sur un autre IEP ou sur Sciences Po Paris. Vous n'êtes jamais sûr, évidemment, d'être accepté, mais si votre bachelor s'est bien passé, si vous avez de bonnes notes, vous avez des chances sérieuses d'être ensuite admis dans un autre IEP ou à Sciences Po pour un master, auquel cas vous n'aurez pas le diplôme de l'IEP qui vous aura intégré à Bac+0, vous n'aurez que le diplôme du bachelor de cet IEP, mais vous serez en revanche diplômé de l'intégralité de l'école que vous aurez rejoint au niveau master. Si par exemple vous rentrez à l'IEP de Lyon et que vous rejoignez l'IEP de Lille en master, vous aurez le diplôme du bachelor de l'IEP de Lyon, mais vous aurez le diplôme de l'IEP de Lille, comme si vous y aviez été dès la première année. On a aussi 2 IEP qui sont hors du concours commun. D'accord? Concours commun, c'est un vœu sur Parcoursup, 7 écoles d'un coup, avec 3 épreuves. Pas de contrôle continu, tout se joue sur 3 épreuves. C'est une force. Bon. Mais ça vous évite de vous disperser par trop, mais c'est aussi une limite. Si ça se passe mal, malheureusement, théorie des dominos, vous perdez tout. Les IEP de Grenoble et de Bordeaux, ce sont des vœux à part sur Parcoursup. Un vœu pour Bordeaux, un vœu pour Grenoble. D'accord? Ce sont des IEP qui sont plutôt plus légers à préparer. Concours des IEP du concours commun, comme je vous l'indiquerai tout à l'heure, c'est un concours qui est difficile, qui est lourd et qui est long à préparer, avec à peu près 9% de reçus. C'est le taux d'admission. Bordeaux et Grenoble, ce sont des écoles qui ont des réputations différentes, mais qui ont en revanche comme point commun de ne pas être trop longues, ces écoles à présenter. C'est-à-dire que tout se joue sur un dossier minimal, vos notes, une petite lettre de motivation pour Bordeaux comme pour Grenoble. Si vous êtes admissible à Bordeaux, vous devrez aller à Bordeaux. Et vous devrez, une fois à Bordeaux, subir un oral pendant 20 minutes, sur place, j'insiste. Un oral qui ressemble beaucoup à celui de Sciences Po Paris. Donc se préparer pour Sciences Po Paris, c'est quasiment se préparer pour Bordeaux. Il y a quelques petites distinctions, évidemment. Si vous nous rejoignez au cours du Parnasse, on vous les enseignera, mais c'est pas massif, ça ressemble beaucoup. Présentation du candidat, commentaire d'image, entretien.
Grenoble, c'est différent. Grenoble, si vous êtes admissible, vous devrez passer un oral à distance, première différence, beaucoup plus court, c'est très court, l'oral de Grenoble, 10 minutes. Et la forme est un peu originale. On vous envoie un dossier, vous travaillez le dossier en amont et vous êtes ensuite interrogé sur le dossier. Ça permet d'avoir une sélection socialement non discriminante. Hein, on n'interroge pas le candidat sur son origine sociale, son lycée, son parcours, sa culture générale, etc. Non, sur un seul et même dossier. L'année dernière, par exemple, c'était sport et politique. Donc vous voyez que ce sont évidemment des dossiers qui généralement proposent aux candidats de prendre du recul critique, mais en même temps interrogent des formes contemporaines. Soyons très clairs, l'IEP de Grenoble, c'est un IEP qui se situerait un peu dans le milieu de gamme du concours commun des IEP. Donc, vous avez des... Alors, c'est pas les mêmes conditions de recrutement, vous aurez compris, c'est sur dossier et pas sur performance d'épreuve. Donc, on peut imaginer un candidat qui est très très performant toute l'année, mais qui, par exemple, en raison du stress, se démobilise plutôt en épreuve, qui n'a pas le même profil qu'un candidat qui, au contraire, apprécie le challenge et qui va donner tout ce qu'il a dans une épreuve. Mais je dirais quand même que le concours de l'IEP de Grenoble, ça a du sens de le préparer vraiment à partir de 15,5, 16 de moyenne. Alors aussi, ça dépend des établissements, etc. Ça dépend des appréciations, bien sûr, mais à peu près, d'accord? L'IEP de Bordeaux est nettement plus sélectif, parce qu'il est plus prestigieux, plus grande visibilité. Donc l'IEP de Bordeaux, moi je pense, alors aussi, il y a des exceptions, hein, évidemment, mais je pense que c'est plutôt à partir de 17, 17,5 de moyenne qu'il faut que vous y pensiez. Parce que vous allez vous trouver face à vous avec des candidats qui seront à 18, 18,5, 19 de moyenne, et comme vous n'aurez pas la possibilité de réellement vous démarquer par des textes originaux, comme ça pourrait être le cas à Sciences Po Paris, vous allez être largement jugé sur vos notes. D'accord? Et enfin, Sciences Po Paris, que vous avez ici. Je ne vois pas d'intervention dans le chat, hein, mais vraiment, si vous en avez, posez-moi des questions. Le concours de Sciences Po Paris, vous voyez que la petite particularité de Sciences Po Paris, c'est que c'est Sciences Po Paris, mais aussi en région, comme on dit. Vous avez des régions, des campus, pardon, qui sont, qu'on appelle donc campus en région, qui sont spécifiques selon les zones que vous voulez étudier pendant les 2 premières années de votre scolarité à Sciences Po. La scolarité à Sciences Po, j'y reviendrai plus tard dans le développement, c'est 5 ans. D'accord? 5 ans de scolarité, comme en IEP d'ailleurs. C'est le même format. 2 années de bachelor, une 3e année à l'international, petite exception pour Bordeaux. À Bordeaux, c'est la 2e année généralement qui est à l'international. Et ensuite, 2 années de master, pour simplifier. Vous pouvez demander une année de césure, vous avez des masters un peu plus longs, etc. Mais globalement, c'est ça. 5 années. D'accord? Lors de ces 2 premières années, les années donc dites du bachelor, vous allez devoir choisir ce qu'on appelle une mineure. C'est-à-dire que vous allez devoir choisir un programme qui correspond à une zone géographique particulière sur laquelle vous allez vous concentrer pendant 2 ans. Ça va représenter à peu près 1/3 à 2/3 de l'ensemble des cours que vous aurez. C'est donc pas tout. Il y a des cours qui sont des cours du tronc commun, mais vous aurez aussi des cours de spécialité. Et il faut, dans vos dossiers, bonsoir, d'avoir les slides. Oui, je pense. Oui, ça c'est pas. Il faut que écrivez par l'adresse classique au cours du Parnasse, contact@lescours du Parnasse, et on vous enverra, je pense, le diaporama sans difficulté. Donc chaque campus, j'y reviens, a une zone spécifique. Bon, et il faut que dans votre dossier, bien sûr, l'ensemble de votre dossier converge, fasse pyramide vers les mineurs que vous allez demander, puisque tout candidat demande nécessairement 2 mineurs, correspondant donc à 2 campus. D'accord? Un vœu contient 2 sous-vœux. Chacun de ces vœux, c'est une mineure. Et vous pouvez, par exemple, demander le campus de Nancy, qui est centré sur l'analyse des enjeux franco-allemands et de la construction européenne. Vous pouvez demander le campus de Poitiers, qui est centré sur l'Amérique du Sud. Mais vous pouvez aussi demander le campus de Menton, centré sur le Moyen-Orient, et le campus du Havre, centré sur l'Asie. Vous pouvez demander le campus de Dijon, centré sur l'Europe centrale, et le campus de Reims. Petite particularité pour le campus de Reims, c'est un gros campus, c'est le plus gros campus pour les étudiants du bachelor, et il est subdivisé lui-même en 2 mineurs. Une centrée sur les relations entre l'Europe et l'Afrique, programme dit EURAF, francophone, et une autre mineure centrée sur les relations entre l'Europe et l'Amérique du Nord, programme EURAM. Attention, ce programme est généralement plutôt le plus demandé, donc plutôt le plus sélectif, et il a un biais particulier. L'ensemble des cours qui y sont dispensés sont des cours en anglais. Vous aurez donc nécessité, si vous l'intégrez, de suivre dès le 1er septembre des cours en anglais, de poser des questions en anglais, de présenter des exposés en anglais, de disserter en anglais. Donc il faut vraiment que vous soyez très à l'aise en anglais. Hein. Et le dossier est en français, y compris pour le programme RAM donc du campus de Reims.
D'accord? Mais donc, le dossier est en français et l'oral est en français. Mais il est bien précisé sur le site de Sciences Po, et c'est effectivement ce qui se passe parfois, il est bien précisé que vous pouvez répondre à quelques questions en anglais lors de l'oral pour vérifier quand même votre niveau de langue. J'insiste, l'oral est en français, on ne va pas vous demander de faire un commentaire d'image en anglais. Mais on peut, lors de l'entretien, vous poser 2-3 questions en anglais pour voir quand même si vous comprenez et si vous êtes en état de suivre un cursus anglophone. D'accord? Et puis, vous avez le campus de Paris. Parce que oui, certes, il y a des campus en région, mais vous pouvez aussi faire le choix, en tout cas, vous pouvez postuler pour, faire le choix de suivre votre bachelor à Paris. Dans ce cas-là, et c'est la difficulté lorsque vous allez candidater, le campus de Paris est un campus généraliste. C'est-à-dire que vous étudiez les sciences politiques en général, sans avoir de zone géographique de prédilection. Évidemment, c'est plus compliqué à justifier parce que c'est pas facile de justifier qu'on s'intéresse à tout et donc à rien en particulier, et que si on veut venir à Paris, campus de Paris, c'est pas pour l'attrait de la capitale, c'est pas pour le prestige des lieux, mais c'est réellement parce que l'offre pédagogique qui y est assurée correspond exactement à ce qu'on veut faire. D'accord ? Vous pouvez demander, vous allez demander donc deux mineurs, vous m'avez compris, vous pouvez demander 2 mineurs qui sont en région, vous pouvez demander une mineure, la mineure parisienne, donc généraliste, et une mineure en région, évidemment. Mais vous ne pouvez pas demander 2 fois la mineure parisienne, par exemple. D'accord? Je lis vos questions. Pour le campus de Nancy, il existe un double diplôme franco-allemand. Est-ce que l'oral reste le même ou est-il en allemand? Alors effectivement, vous avez, alors là on arrive au double diplôme, vous avez aussi des double diplôme. Ces doubles diplômes, alors j'y arrive généralement un peu plus tard dans la présentation, mais puisque vous me posez la question, j'y arrive maintenant. Ces doubles diplômes, ils sont de plusieurs natures. Vous avez des doubles diplômes avec les universités françaises, c'est pas la question là que vous me posez. En l'occurrence, c'est avec la Sorbonne, c'est généralement des doubles diplômes à Paris, mais vous en avez un aussi pour Reims. Vous avez des doubles diplômes avec des universités étrangères et européennes, et vous avez des doubles diplômes avec des universités anglo-saxonnes. Les doubles diplômes avec les universités françaises, comme les doubles diplômes avec des universités européennes, sont des doubles diplômes auxquels vous candidatez sur Parcoursup, exclusivement sur Parcoursup. C'est la candidature Sciences Po, strictement, d'accord, et vous avez les frais de scolarité de Sciences Po qui s'appliquent. Et dans ce cas-là, effectivement, vous pouvez présenter le double diplôme avec la Freie Universität de Berlin. Et là, oui, vous aurez un oral qui sera assuré par un enseignant de Sciences Po, en français, et un oral qui sera assuré aussi par un enseignant de la Freie en allemand. D'accord? Il faudra que vous soyez capable ici de répondre dans les 2 langues. Maintenant, on n'exige pas de vous un niveau d'allemand aussi important dans un double diplôme, même dans un double diplôme avec la Freie, qu'on va l'exiger de vous pour Reims, parce que Reims, vous n'aurez dans tous vos années bachelor que des cours en anglais. Alors que avec le double diplôme avec la Freie, évidemment, repose sur l'objectif d'avoir des cours en anglais et des cours en français en fonction des années. Ok? Pour ce qui est des doubles diplômes avec les universités françaises, évidemment, tout est en français. Pour ce qui est des doubles diplômes avec les universités anglo-saxonnes, attention, là, c'est intégralement en anglais. Si vous avez le double diplôme UCL, par exemple, alors d'abord, le calendrier n'est pas le même, c'est un peu plus tôt dans l'année, premièrement. Et deuxièmement, l'oral, le dossier est en anglais et l'oral est en anglais. Est-ce que les élèves ayant fait une année en lycée français à l'étranger seraient avantagés? Est-ce parler couramment? Alors évidemment, d'abord, il va de soi que Sciences Po est une école qui valorise les langues étrangères, très nettement. Ça fait partie des acquis à Sciences Po qui sont appréciés. Sciences Po s'est construit dans les années 1870 sur un modèle étranger. L'objectif de Sciences Po, c'est de comprendre pourquoi est-ce que le système français n'a pas permis de constituer une élite à la fois privée et publique susceptible de l'emporter face à l'Allemagne, et donc d'imiter ce qui se fait de l'autre côté du Rhin, ce qui se fait en Angleterre, ce qui se fait aux États-Unis, pour redresser le pays. Donc Sciences Po a toujours, dans son histoire, regardé l'étranger. Donc évidemment, et c'est une tendance qui s'est accélérée avec la masterisation, avec toutes les réformes entreprises par un ancien directeur qui s'appelait Richard Descoings, et la 3e année passée à l'étranger systématiquement, etc. Tout cela rentre dans un processus d'internationalisation de Sciences Po. Donc, être à l'aise en langue, parler des langues étrangères, être dans des cursus européens et autres, c'est évidemment très valorisé. En revanche, ça c'est une subtilité quand même, si vous passez un baccalauréat français, même si vous le faites dans un lycée étranger, dans un lycée français à l'étranger, vous passez par la procédure nationale. D'accord? Vous ne passez pas par la procédure internationale. La procédure internationale est réservée pour les élèves qui passent l'équivalent du baccalauréat, mais qui n'est pas le baccalauréat, par exemple l'Abitur en Allemagne, étranger. D'accord? Mais évidemment, un candidat qui serait en mesure de montrer sa grande proximité avec l'espagnol ou le portugais pour Poitiers, avec l'allemand pour Nancy, avec l'anglais pour Reims, serait un étudiant qui serait valorisé. Ça ne fait pas tout.
soyons clairs, mais c'est sûr que c'est un aspect qui compte. Non seulement parce qu'il y a une maîtrise technique de la langue, mais pas que. Ça montre aussi une curiosité intellectuelle, une ouverture à ces pays, l'ancienneté quand même d'un intérêt qui donc atteste d'une forme de maturité, de réflexion sur le vœu post-bac, etc., etc. Je continue à lire vos questions. Peut-on demander 4 sous-vœux au total sur 2 vœux pour les campus de Sciences Po Paris? Ben non. Non, on peut pas. C'est tentant, je sais, mais on peut pas. On peut pas, sur les 10 vœux Sciences Po, dire, ben là, je vais réserver 5 à Sciences Po Paris, et comme ça va me faire 10 sous-vœux. Vous ne pouvez présenter qu'un seul vœu. Sciences Po Paris, programme général, constitué, donc derrière, j'insiste, de 2 sous-vœux. En revanche, c'est l'intérêt du double diplôme, vous pouvez demander Sciences Po programme général et un double diplôme, ou même 2 doubles diplômes, ou 3 doubles diplômes. Pour le coup, les doubles diplômes, comme ce sont des vœux à part, c'est pas limité. D'accord? Et ce sont des procédures qui sont similaires, hein, même dossier largement, vous avez un texte qui change, même dossier, même procédure d'oral, etc. En revanche, ce sont des procédures qui sont indépendantes les unes des autres. Donc vous pouvez parfaitement être admissible à l'un et pas à l'autre, vous pouvez être admissible 2 fois, 3 fois, 4 fois ou ne l'être jamais, et si vous êtes admissible, mettons 3 fois, une fois au programme général et 2 fois au double diplôme, et ben vous passerez 3 € différents. Et puis si vous êtes admis ou admise partout, ce sera à vous de choisir. Évidemment, vous pouvez être admis à l'un et pas admis à l'autre. Donc, est-ce que l'on peut rentrer à Sciences Po si on n'a pas pris la spécialité à GGSP? Absolument. Alors là, c'est absolument évident et je le dis, c'est ce qui est sur le site de Sciences Po et c'est absolument vrai. Moi, je le constate en tant qu'enseignant constamment. Il n'y a pas de spécialité privilégiée. Oui, beaucoup d'étudiants qui présentent Sciences Po en France ont comme spécialité AGGSP et SES. C'est vrai. Mais c'est pas ça qui va être mis en avant. D'une certaine manière, toute médaille a son revers. Hein. C'est bien parce que, évidemment, ça montre une culture partagée, ça montre un intérêt pour des matières qu'on va vous enseigner à Sciences Po, mais la limite, c'est que comme il y a beaucoup de candidats qui le demandent, et que c'est un concours quand même à 7% de reçus, enfin qui ont ces spécialités, que c'est un concours à 7% de reçus, évidemment, on prend les candidats qui se démarquent. Et avec CSP, vous allez un peu moins vous démarquer. Bon, donc vraiment, que ça ne vous complexe pas, il n'y a aucune discrimination en fonction des spécialités. Ce qu'on vous demande, hein, et s'il y en a qui sont encore peut-être ici en première et qui donc ne savent pas quels sont les spé qui viendront l'année prochaine, vraiment j'insiste dessus, ce qu'on vous demande c'est d'avoir de bonnes notes. Voilà. Prenez les spé où vous performez le plus, où vous avez le plus de chances d'avoir des commentaires à votre louange. D'accord? Les spé qui vont vous rapporter le plus de points parce que les spé rentrent dans le calcul de la note anticipée du baccalauréat, c'est les 20 premiers points du dossier. Les spé évidemment seront regardés de près par le jury lorsqu'il observera vos bulletins scolaires parce que ce sont des matières que vous avez choisies et c'est ça qui compte. Après, vraiment, prenez les spé qui vous plaisent le plus parce que c'est là que vous allez avoir le maximum de points. D'accord? Mais ne vous dites surtout pas, j'ai pas pris à GGSP, c'est foutu. Absolument pas, ni de près ni de loin. Donc, si on veut présenter Paris et ses antennes, IEP concours commun, les 7, Bordeaux et Grenoble, c'est 4 vœux sur Parcoursup. Absolument. Si vous présentez Paris, programme général, avec 2 sous-vœux, Grenoble, Bordeaux et les IEP du concours commun, les 7 d'un coup, ça vous fait 4 vœux Sciences Po au pluriel, si je puis dire, sur les 10 vœux Parcoursup. Donc ça fait quand même 40% des vœux. Je dis pas qu'il faut pas le faire, attention, mais évidemment ça pèse lourd. Pensez toujours sur Parcoursup qu'il faut des plans B, des plans C, puis des bons plans B, des bons plans C, donc ils sont faits des plans A alternatifs, que vous n'y alliez pas éventuellement la mort dans l'âme. Je vous le disais, je vous donnais les statistiques, hein, Sciences Po Paris, on est aux alentours de 7% de reçus, ça dépend un peu des campus, mais c'est à peu près ça, parfois un peu plus, parfois un petit peu moins. Les IEP, on est aux alentours de 9%, c'est quand même très très sélectif. Et quand c'est sélectif, d'abord ça s'adresse aux meilleurs, mais en plus c'est aussi nécessairement, même si le concours fait tout pour le limiter, aléatoire. Donc vraiment, moi je vois tous les ans, malheureusement, de très bons candidats qui achoppent. Il faut que vous soyez en mesure d'avoir des plans B et il faut que vous ayez en plus un vœu de sécurité. Mais vous avez parfaitement raison, si vous présentez tout, sans parler de double diplôme, c'est 4 vœux. Et puis si vous présentez des doubles diplômes, notamment des doubles diplômes avec la Sorbonne, hein, en lettres, en histoire, en philo, en mathématiques, c'est un moyen bien souvent de multiplier vos chances d'être à Paris l'année prochaine, et vous rajoutez évidemment 1, 2, 3 vœux sur Parcoursup. Donc voilà, il n'y a pas de spé idéal en terminale, vraiment ça j'insiste. Les spé idéal, c'est les spé où vous avez les meilleures notes. Je vous promets que c'est le cas. Hein. N'allez surtout pas sacrifier une spé où vous avez une bonne note en vous disant oui, mais enfin HLP, c'est pas trop les programmes Sciences Po, mieux vaut aller en AGGSP alors que vous avez 16 en HLP et que vous n'avez que 13 en AGGSP. Hein, ça serait vraiment une erreur. Bonjour, si nous voulons demander un double diplôme Sciences Po Paris et la Sorbonne, est-ce qu'on peut nous refuser le double licence, mais quand même nous accepter à Sciences Po Paris? Non, c'est un vœu à part.
C'est-à-dire que si vous demandez Sciences Po double diplôme, on ne peut pas vous dire Madame, Monsieur, le double diplôme, ça ne va pas le faire, mais en revanche, on vous accepte en programme général. Parce que programme général, c'est un autre vœu, d'accord? En revanche, vous pouvez parfaitement présenter qu'un vœu double diplôme ou qu'un vœu programme général, être refusé à l'un, être refusé aux deux, être accepté aux deux. D'accord? C'est complètement autonome. Mais le vœu double diplôme, c'est un vœu spécifique. Si vous êtes refusé au vœu double diplôme, on ne vous dira pas comme l'autre composition, mais venez quand même à Sciences Po ou venez quand même à la Sorbonne. On vous dira, bah non, ce vœu-là, ça ne fonctionne pas. Il y a un concours que pour les IEP de province ou aussi pour Sciences Po Paris. Alors, il y a un concours pour les deux, évidemment, même pour les quatre. Il y a aussi des concours pour Grenoble et Bordeaux, mais il n'y a pas toujours d'épreuve. Hein. Concours, ça veut dire que c'est sélectif. Ça ne veut pas dire qu'il y a nécessairement une épreuve. Pour Sciences Po Paris, j'y arrive dans un instant, vous avez évidemment un concours, qui est évidemment très sélectif, sinon il n'y aurait pas 7% de reçus. Il faut quand même qu'on ait des critères pour éliminer 93% à peu près des candidats. Mais c'est vrai que ce concours, cette année, ça sera peut-être même sans doute pas le cas l'année prochaine, vous savez que le concours est en train de se réformer, c'est une réforme en 2 ans, on a eu un premier temps de réforme cette année, on en aura un deuxième l'année prochaine, de même qu'on aura une réforme du bachelor pour la rentrée 2026. Mais cette année encore, le concours de Sciences Po Paris, comme le concours de l'IEP de Grenoble, comme le concours de l'IEP de Bordeaux, ne passe pas par des épreuves sur table en temps compté. Ça passe par un dossier que vous avez à remplir, avec des textes, pour ce qui est de Sciences Po Paris, qui sont d'ailleurs compliqués, qui sont nombreux, qui sont lourds à préparer, et qui le sont plus qu'ils ne l'ont jamais été, et derrière un oral, qui est plus sélectif lui-même qu'il n'a jamais été, puisque cette année, son coefficient a été triplé. Je vous indiquais ici, j'avance juste un peu dans mes slides, et vraiment, je réponds à toutes vos questions, promis. J'avais indiqué ici un peu les spécialisations de chacun des IEP pour le niveau master. Mais j'insiste, c'est bien de les avoir en tête, évidemment. En revanche, c'est pas forcément indispensable, je pense, à la fin de l'année, d'envisager votre orientation dans un IEP en fonction de ces masters. D'abord, vous avez le choix, bien sûr, de changer, d'avoir des ambitions dans 3 ans qui ne sont pas celles que vous avez aujourd'hui ou que vous aurez dans un an. Et je vous dis, en plus, on peut parfaitement basculer de l'un à l'autre, en tout cas de présenter une candidature quand ça se passe bien. Voilà à quoi ressemble l'illustration de ce que je vous disais il y a un instant, la scolarité à Sciences Po, comme très largement en IEP. Voilà, c'est le modèle Sciences Po qui est détaillé, mais en IEP, ça fonctionne quasiment de la même manière. Je vous dis, à Bordeaux, c'est plutôt la deuxième année à l'étranger, mais sinon, c'est quasiment pareil. Un programme commun, d'accord? Une spécialisation qui intervient en deuxième année, ce qu'on appelle la majeure à Sciences Po Paris. Et il faudra dans votre dossier que vous mentionniez la majeure qui vous intéresserait. Il y a 3 majeures, politique et gouvernement, économie et société, humanité politique, d'accord? La plupart des candidats la plupart des étudiants de Sciences Po vont en Polgouv, comme on dit, en politique et gouvernement, parce qu'ils ont en tête de présenter, d'aller dans l'école de politique publique et l'école d'affaires publiques, pardon, et de présenter éventuellement l'INSP, l'ENA réformé. Donc, comme ils caressent cette envie, ils vont plutôt en politique et gouvernement, parce que c'est là qu'ils suivront les cours qui les prépareront au mieux à ce concours, mais vous avez aussi des étudiants qui envisagent déjà une carrière plutôt dans l'entreprise et qui vont plutôt se tourner vers économie et société, et d'autres qui envisagent une carrière dans la recherche et qui vont plutôt aller vers humanité politique. Une 3e année à l'international, pareil dans votre dossier pour Sciences Po, il faudra en parler. Il faudra que vous nous expliquiez où vous voulez aller, quelle université, pourquoi, même très rapidement. D'accord ? Quasiment 200 universités partenaires, 197 je crois, à Sciences Po. Paris, on envoie les candidats où ils veulent en fonction de leurs résultats. Premier arrivé, premier servi. Meilleures sont vos notes de première année. C'est pour ça que la première année, elle est très importante à Sciences Po. Meilleures sont vos notes de première année. Plus vous avez de chance, il y a aussi un dossier que vous remplissez, il y a la cohérence du dossier, mais les notes comptent énormément. Plus vous avez de chance d'aller dans l'université qui vous plaît. Si vous êtes cum laude dans les 10 premiers pourcents ou summa cum laude dans les 5 premiers pourcents, vous allez être les premiers à choisir. Si à l'inverse, vous avez des notes qui vous font passer tout juste, forcément, vous allez vous contenter de ce qui reste. Et puis, ensuite, vous lisez les années de master. Et si, à Sciences Po Paris, la plupart des étudiants, de fait, ne sont pas à Paris en bachelor, mais sont dispersés dans les campus dits en région, Poitiers, Nancy, Dijon, etc. En revanche, tous les étudiants de Sciences Po Paris en master sont à Paris. Il n'y a pas, c'est une grosse différence avec les IEP, il n'y a pas de master en région pour les étudiants de Sciences Po Paris. L'ensemble des masters réunis dans 7 écoles, une école c'est une grappe de master à Sciences Po pour avoir plus de visibilité. Tout étudiant de master en fait appartient à une école. Bon. Chaque étudiant de master donc se trouve à Paris. Alors que pour ce qui est des IEP, concours commun ou hors concours commun,
Lorsque vous revenez de votre troisième année internationale, vous rejoignez, si vous n'avez pas été accepté dans une autre école, vous rejoignez votre campus en province. Hein. Les étudiants de l'IEP de Bordeaux, quand ils reviennent de leur deuxième année, ils arrivent en troisième année, ils sont à Bordeaux. Les étudiants de, je sais pas moi, l'IEP de Nancy, non, justement non, Nancy c'est Sciences Po Paris, oui, même moi je m'y perds. Les étudiants de l'IEP de Lyon, lorsqu'ils reviennent de leur année internationale, eh bien, ils rentrent à Lyon et ils font la fin de leur scolarité, en tout cas au sein de l'IEP, à Lyon. D'accord ? Alors, j'en arrive au concours, mais là, justement, je lis vos questions. Donc, WLIVM, c'est fait. Concours, c'est fait. Quel plan B conseiller pour revenir à Sciences Po en master? Est-ce que vous avez des pistes à partager? Oui, bien sûr. Bon, alors, d'abord, soyons clairs. À partir du moment, c'est un système européen, où vous avez un niveau licence et un niveau Bac+3, vous pouvez candidater à l'ensemble des masters. D'accord? Donc, vous pouvez tout à fait, avec n'importe quelle licence ou n'importe quelle équivalence de licence, candidater à Sciences Po Paris. Bon. En revanche, bien sûr, parfois vous avez des chances très sérieuses de rentrer et parfois vous n'en avez aucune. Voilà. Et c'est vrai que les candidats qui veulent rejoindre Sciences Po Paris en master ont généralement des dossiers très solides. C'est pour ça que sur le papier, c'est plus facile. Hein, sur le papier, on se dit, bah nous, on rejoint Sciences Po Paris en master, ça va, puisque c'est 25% de reçus, hein, alors que c'est que 7% en bachelor. C'est 25% de reçus, oui, mais vous avez énormément de candidats, vous avez aux alentours de 17 000, je crois, candidats à Sciences Po en bachelor, toutes procédures confondues en première année. Hein, donc c'est absolument considérable. Vous en avez beaucoup moins en master, et les candidats qui font ça, comme il y a un dossier à remplir qui est un petit peu plus costaud, sont des candidats généralement très sérieux. Donc vous êtes en concurrence avec de très bons candidats. Donc, quelles sont les voies à privilégier? Là, évidemment, ça dépend, c'est du cas par cas. Hein, donc, il faudrait en discuter personnellement. Mais les alternatives à Sciences Po Paris, ce sont les IEP de province, hein, dont on parle depuis tout à l'heure. Ce sont des écoles de sciences politiques qui ont un bon niveau, comme l'ESPOL, à Lille, hein, qui dépend de l'Institut catholique de Lille, qui est vraiment une école qui a un bon niveau, qui est peut-être moins bon, même, qui est sans doute une moins bonne école que les IEP du concours commun, mais qui néanmoins est une bonne école, qui a en revanche une petite particularité, soyez-y attentifs, c'est que c'est une école qui ne vous garantit pas 5 années de scolarité, c'est la différence avec Sciences Po et les IEP. Sciences Po et les IEP, quand vous rentrez, si je puis dire, un peu communément, vous êtes au chaud pendant 5 ans. C'est-à-dire qu'on vous garantit une place en master, à condition bien sûr que vous validiez les matières, que vous suiviez les cours. Mais on vous garantit une place en master. On ne peut pas vous dire, madame, monsieur, vous avez validé votre bachelor, mais on a trouvé mieux que vous, mieux que votre candidature en master, donc on ne veut plus de vous en master, à vous d'aller toquer aux portes d'universités qui voudraient bien de vous. Alors que l'ESPOL, de fait, fait un peu ça. C'est-à-dire que l'ESPOL, on vous garantit une place en bachelor, très bien. Vous avez 2 années de scolarité, une troisième année à l'international, comme à Sciences Po. Et puis, à la fin de votre troisième année internationale, on vous dit, présentez un dossier, on va voir tous les dossiers, et puis peut-être qu'on va vous accepter dans nos masters, mais peut-être qu'on ne vous acceptera pas, si on a de meilleurs masters que vous. Et donc, vous pouvez rentrer à l'ESPOL et ne pas sortir diplômé de l'ESPOL de fait, en tout cas des 5 années de l'ESPOL. Alors que Sciences Po et IEP, c'est pas le risque. Vous avez aussi des doubles licences qui sont sélectives et qui sont d'excellent niveau. À Paris pour beaucoup, mais pas que. Vous en avez aussi à Lyon, par exemple. Vous avez, par exemple, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ou à Paris 2, Assas, à l'Institut catholique de Paris aussi. Vous avez des doubles licences type droit-histoire ou droit sciences politiques, qui sont vraiment de très bons niveaux. D'accord? Vous avez Assas, sinon en droit, hein, le collège de droit d'Assas. Vous avez le droit à Paris 1, qui est très bon aussi. Vous pouvez faire du droit, c'est les filières sélectives là, dont je vous parle, hein, à Nanterre, à Sceaux par exemple, à Lyon 3. Je parlais de Lyon il y a un instant. Excellente université de droit à Lyon 3. Et puis, vous avez quand même ce que, normalement, à mon avis, vous devriez envisager de très près, les classes préparatoires. Classe préparatoire, alors généralement une classe préparatoire c'est les hypocagnes et les cagnes modernes comme on dit, avec donc de l'histoire, enfin de la littérature surtout, c'est le bloc, puis de l'histoire, de la philosophie, des langues vivantes et de la géographie géopolitique, et une spécialité que vous choisissez la deuxième année, l'année de Cagne, et des équivalences qui vous sont données à l'université mentionnent très bien en première année, deuxième année et troisième année si vous cubez votre Cagne. Mais les classes préparatoires ne se limitent pas à ces hypocagnes Cagne modernes. Vous pouvez faire hypocagnes Cagne classique si vous faites du latin ou du grec. Vous pouvez faire des prépas BL si vous avez des spécialités en maths. Vous pouvez aller dans les prépas D1 si c'est le droit qui vous intéresse. Et les prépas, évidemment, c'est très très bien. Hein. C'est extrêmement prestigieux. Vous apprendrez plein de choses. Vous apprendrez à travailler. Vous aurez des équivalences. Vous avez la possibilité, à partir d'un seul programme, qui est le programme de l'École normale supérieure, bien sûr de présenter l'ENS, qui est un concours très difficile, à 2% de reçu, mais de présenter aussi une foultitude d'autres concours à partir de ce même programme et d'intégrer les plus grandes écoles de commerce, HEC, l'ESSEC, le SCP, d'intégrer
des écoles de journalisme ou de communication comme le CELSA, d'avoir un dossier très très sérieux pour présenter Sciences Po Paris ou des IEP en master si vous le souhaitez. Donc oui, je trouve que voilà, les IEP, il faut y réfléchir, là aussi au cas par cas, c'est une très bonne option. Oui, c'est vrai que c'est stressant, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail, ça veut dire que pendant 2 ans, pendant 3 ans, vous allez forcément mettre en parenthèse des aspects de votre vie qui sont des aspects importants, surtout quand on a 18 ans, 19 ans, 20 ans, je le conçois parfaitement, hein. Mais je pense que ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup si vous êtes prêt à consentir à ces sacrifices, parce que sinon, vous allez y aller un peu à reculons et ça va pas bien se passer. Vous allez souffrir et vous n'allez pas avoir les notes qu'il faut. Ça peut valoir le coup si vous arrivez à dominer votre stress, parce qu'incontestablement, ce sont des voies stressantes quand même, et il faut être prêt à montrer ici une force de résilience, c'est vrai, mais visez les meilleurs, ça c'est vraiment le conseil que je vous donne pour les prépas. Ne visez pas les classes prépa moyennes, parce que les classes prépa moyennes, de toute façon, vous n'aurez pas de vie, et en plus, il y aura moins d'émulation, donc vous ne pourrez pas de fait prétendre au meilleur concours. Visez Henri IV, visez Fénelon, visez Madeleine Danielou, visez Condorcet, visez Claude Monet, visez, Blomet plutôt, visez, plus que Claude Monet, Blomet, visez, mais qui est pas mal aussi, mais qui est un peu moins bon, visez le lycée La Canale, etc. Vous voyez, un peu par ordre ici décroissant. Pour ce qui est des prépas en province, pensez à Châteaubriand, à Rennes, qui est très bon, pensez au lycée du Parc, qui est très bon, à Lyon, par exemple. Est-ce que double licence sur la Sorbonne et par le campus de Dijon, je mets en Sciences Po Paris Sorbonne et Sciences Po Paris double licence. Alors, non, en fait, c'est des... Alors, là, Camille, après, on verra au cas par cas, mais vous pouvez pas, dans un même vœu, mettre un double diplôme et un vœu programme général. Hein, c'est bâtard, si je puis dire. Il faut programme général, Dijon, c'est intégré, c'est un campus de Sciences Po Paris programme général. Il n'y a pas de double diplôme là avec Dijon en France. Donc, vous proposez Sciences Po programme général, Dijon et Paris, mettons, et à côté, vous faites un vœu, double diplôme, avec la Sorbonne, je vous dis, soit en lettres, soit en histoire, soit en mathématiques, soit en philosophie. Est-ce que Sciences Po prépare Non. Alors là, Éole, la question est douloureuse, hein, et bien pertinente. Attention, Sciences Po ne prépare pas à l'examen du barreau, l'examen qui vous permet donc de passer donc, le CRFPA et de devenir, après le passage par l'école d'avocat, avocat. Ça existait, il y a eu une prépa barreau à Sciences Po, voilà, qui a disparu hein, pour des raisons, disons, de politique interne. Et donc, vous ne pouvez pas passer... Enfin, vous pouvez bien sûr passer l'examen du barreau. Beaucoup d'étudiants de Sciences Po le font l'année qui clôture votre scolarité à Sciences Po. Mais vous ne pouvez pas préparer le barreau au sein de Sciences Po. Pour l'instant. Après, là, vous rentrez, dans 5 ans, je ne peux pas vous dire ce qu'il en sera. Mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et ça ne l'est pas depuis des années. D'accord ? Néanmoins, si vous vouliez préparer le barreau, je pense que Sciences Po est quand même une bonne option. Parce que vous rentrez à Sciences Po, vous essayez de prendre tous les cours de droit que vous pouvez dès la première année, droit constitutionnel, etc. Vous rentrez ensuite dans l'école de droit, vous faites le master droit économique, par exemple, de l'école de droit, ou carrière judiciaire et juridique, si vous souhaitez, qui prépare plus à l'ENM, là pour le coup, l'école de la magistrature. Et à côté, vous suivez un IEJ, un institut d'études judiciaires, par exemple à Paris 1, qui va vous préparer à l'examen du barreau. Voilà, ou alors dans des classes prépa type ISP, pour vous préparer à l'examen du barreau. Mais il faut le préparer à côté. Alors évidemment, compte tenu de la masse de travail que vous aurez acquis, généralement, les étudiants de Sciences Po qui passent le barreau l'ont. Mais encore une fois, ce n'est pas une prépa intégrée. Il y a des prépas intégrées à des concours à Sciences Po, concours de commissaire de police, concours de magistrat, concours de l'INSP, par exemple. Bon. Mais il n'y a pas l'examen du barreau. Est-ce que Sciences Po Paris et les UP préparent à l'ENM? Bah voilà. Voilà, je viens de vous le dire. Si Sciences Po Paris et les UEP préparent, en plus je prépare les candidats à l'ENM, donc je connais bien cette formation, prépare à l'ENM, et c'est le cas de la plupart hein, des UEP, et évidemment c'est le cas de Sciences Po Paris. L'UEP de Saint-Germain-en-Laye, par exemple, dans le cadre duquel j'interviens, prépare à l'ENM, assurément. Mais ne nous mentons pas, si vous voulez préparer l'ENM au sein des Sciences Po dans les meilleures conditions, il faut essayer d'intégrer la préparation de Sciences Po Paris. Sachant qu'on peut, mais là j'affine un peu, mais on peut parfaitement intégrer une préparation concours de Sciences Po Paris sans être étudiant à Sciences Po Paris. Simplement, quand on est étudiant à Sciences Po Paris, on a une place de droit dans ces prépas intégrés. Alors que quand on est extérieur, il faut présenter un dossier, on peut être accepté, on peut être refusé en fonction de son niveau. D'accord ? Pour ce qui est du concours donc, de Sciences Po Paris, si je n'ai pas répondu à toutes vos questions, bah, j'en suis vraiment désolé, n'hésitez pas à me les reposer, mais il me semble avoir répondu à tout. Pour ce qui est du concours de Sciences Po Paris, oui c'est un concours, mais c'est un concours sur dossier, qui a été réformé 2 fois déjà cette année. Il a été réformé une première fois au niveau de l'oral, et il l'a été une deuxième fois la semaine dernière au niveau des écrits.
un concours sur 120 points. D'accord? 60 points de dossier, 60 points d'oral. 60 points de dossier d'abord. 3 fois 20 points. 20 points pour les notes du baccalauréat, 20 points pour l'analyse des bulletins, 20 points pour des textes spécifiques à Sciences Po. Ok? Les candidats qui sont déclarés admissibles au terme de l'analyse du dossier. Je rappelle que le dossier il est à déposer sur Parcoursup. Parcoursup ouvre début janvier. Parcoursup exige que vous remplissiez vos 10 vœux avant début mars et vous aurez jusqu'à début avril pour déposer tous les documents sur la plateforme afin de pouvoir valider ces 10 vœux. Ensuite, de début avril à début mai, Sciences Po, ici, analysera donc vos dossiers. Bon, à peu près, alors je vous ai dit en tout, c'est je crois 17 000 candidatures à Sciences Po, mais toutes procédures confondues. Donc là, ça doit faire dans les 12-13 000 dossiers. Sciences Po analyse vos dossiers. À 1 mois pour le faire. Début mai, vous recevrez un mail, toutes et tous, vous disant si oui ou non vous êtes invité à subir l'oral de Sciences Po. Si vous n'êtes pas invité à l'être, on vous souhaitera bon courage pour le reste de la campagne Parcoursup. Et si jamais vous êtes invité à subir l'oral, dans ce cas-là, vous recevrez un deuxième mail, quelques jours plus tard, 1 semaine, 10 jours, 2 semaines plus tard, vous indiquant la date de votre oral, généralement 2 jours, 3 jours après, grand maximum. D'accord? Vous pouvez donc passer un oral début mai, vous pouvez passer un oral toute fin mai. Vous passez un oral sur Zoom de 30 minutes, ce qui est un oral très difficile, et les résultats sont publiés, les résultats définitifs d'admission sont publiés début juin. Ce n'est pas le même calendrier que Parcoursup. D'accord? Bon. Vous allez recevoir vous allez le voir en décalé, généralement un peu après, le reste de vos résultats sur Parcoursup. Ok? Et il y a, comme tous les ans pour tous les vœux désormais sur Parcoursup, une liste complémentaire. Donc des candidats qui ne sont pas admis pour l'instant, plutôt qui sont admis sur liste complémentaire, qui ne sont pas appelés, mais on leur dit si certains de vos camarades qui ont été reçus à Sciences Po décident de renoncer à ce vœu, on fera appel à vous. Il y en a tous les ans, des candidats double diplôme qui renoncent au programme général, des candidats qui préfèrent partir à l'étranger, à McGill, que sais-je, des candidats qui préfèrent aller Henri IV ou à Fénelon, il y en a tous les ans. Évidemment que c'est pas énorme, évidemment que ça joue dans les 15 premiers de la liste, à peu près, mais ça permet évidemment ici à quelques heureux d'être sélectionnés. Alors, oui, mais attention, parce que tout ce qui est double diplôme, ce sont des vœux séparés. D'accord? Alors, j'insiste, le programme est ici réformé, l'écrit comme l'oral. L'oral, la réforme est pas... Là, pour Sciences Po Paris, puis ensuite j'en arriverai aux IEP. La réforme de l'oral, elle est à la fois considérable et elle ne l'est pas. C'est-à-dire qu'elle est considérable dans la stratégie du concours, mais elle est facile à expliquer. En fait, l'oral, il a été maintenu tel qu'il était auparavant, mais avant, c'était un oral sur 20 points, désormais, c'est un oral sur 60. Voilà, on a triplé, enfin Sciences Po a triplé le coefficient de l'oral et a annoncé que davantage de candidats seraient invités que les années précédentes à se défendre à l'oral. On sait que Louise Vassy, le nouveau directeur de Sciences Po, apprécie cet oral, croit, et personnellement je pense qu'à juste titre, c'est une très belle épreuve, croit en cette épreuve et veut donner à des candidats la possibilité de se défendre jusqu'au bout et donc de se démarquer à l'oral, alors que peut-être leur dossier est excellent, bien sûr, mais n'a pas forcément autant séduit qu'il aurait pu le faire. Bon. Donc l'oral, je vais revenir sur la composition de l'oral, mais il n'y a que le coefficient qui change, si je puis dire. Simplement, auparavant, l'oral jouait à la marge. C'est-à-dire que l'oral, en fait, on décidait sur quel campus on allait vous envoyer et on infléchissait en bien ou en mal. Là, évidemment, on rejoue complètement son concours au moment de l'oral, puisqu'il y a 50% de la note qui va se jouer sur cette demi-heure de l'oral. En revanche, la semaine dernière, la réforme des écrits, elle est plus manifeste. D'accord ? C'est-à-dire que désormais, des textes nouveaux se sont substitués aux textes anciens. Et ça change quand même pas mal le profil du concours de Sciences Po. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le concours de Sciences Po vous demandait par exemple, dans un des textes du proche des motivés, de mentionner les engagements que vous aimeriez avoir à Sciences Po, et notamment, alors c'était sous-entendu, mais des engagements associatifs, caritatifs, etc. Ce qui, bien sûr, vous incitait à vous appuyer sur ce que vous aviez déjà et d'appuyer donc sur cette dimension parascolaire. C'est plus le cas. C'est plus le cas. Désormais, vous le voyez ici, les textes sont des textes qui se concentrent bien davantage sur des capacités intellectuelles que vous allez pouvoir mettre immédiatement au service de vos cours.
D'accord? Et on retrouve ici assurément la griffe de Louise Vassy. Hein. D'ailleurs, le nouveau directeur a été aux commandes pour la réforme de l'écrit, alors que la réforme de l'oral a été annoncée avant que lui-même ne prenne la tête de Sciences Po. Mais là, on voit bien hein, la patte du nouveau directeur. Il insiste beaucoup. Il l'a fait dans son interview donnée aux Échos pour annoncer la réforme du concours il y a 3 semaines, et c'en est la traduction ici concrète. Il insiste beaucoup sur l'excellence académique. Hein. L'excellence, c'est à ses yeux ce que Sciences Po se doit de défendre, et peut-être pour lui plus qu'elle ne l'a montré ces dernières années. Bon. En tout cas, c'est comme ça qu'il le laisse entendre. L'excellence académique est au cœur du projet de Sciences Po. Avez-vous le goût de l'effort? Quand et comment s'est-il exprimé? Alors évidemment, bon là je ne vais pas détailler trop parce que sinon on est ensemble jusqu'à minuit. Mais vous vous doutez bien que c'est un sujet un peu piège. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un candidat, enfin j'espère pour lui, qui va dire bah non, moi j'ai pas le goût de l'effort. Hein, personnellement, je préfère me tourner les pouces et procrastiner, c'est le meilleur moyen d'y arriver. Bon, ça va de soi. Donc la question peut sembler un peu bateau. À mon avis, elle ne l'est pas du tout en réalité parce qu'elle amène les candidats à réfléchir sur ce que c'est qu'un effort. Bon. Est-ce que l'effort, c'est ce à quoi on consent malgré soi pour atteindre une fin? Bon. Hein, est-ce qu'il faut bien en passer par là, par cette douleur de l'effort, à la fois physique et intellectuel? Hein, l'effort, c'est toujours les deux à la fois. Mais que cette douleur n'a pas de raison d'être en elle-même, n'a pas de valeur en elle-même, qu'elle est un passage douloureux qui nous permet d'atteindre un but, ou est-ce que l'effort est en lui-même une vertu? Est-ce qu'il faut cultiver l'effort en tant que tel? Bon. Est-ce que ce sens du sacrifice, de l'abnégation, doit être apprécié et valorisé? Et on sait que dans la tradition philosophique, c'est assez différent. Hein. Chez les anciens, par exemple, chez Aristote, la souffrance n'a pas de sens en tant que telle. Hein. L'effort n'a pas à être valorisé en tant que tel. L'effort n'a de sens que pour atteindre un but qu'on s'est fixé. Alors que dans une posture moderne, au contraire, comme le montre bien la philosophe du sport Isabelle Queval, l'effort devient valorisé. Hein, il l'est dans une posture chrétienne. Voilà, hein, pensez à la passion du Christ, hein, qui en tant que tel, ici, manifeste le sacrifice de celui que certains pensent être le Fils de Dieu pour l'humanité. Et la modernité prolonge cette idée-là. Hein, la performance, le dépassement, la capacité à mettre entre parenthèses sa propre douleur pour toujours chercher plus loin, chercher plus haut. Ces vertus d'abnégation, on les investit dans le sport, ces vertus d'abnégation, on les investit aussi dans ceux qui préparent des concours et dans les postures intellectuelles qu'on est en droit d'attendre, intellectuelles et économiques. Hein. Faire des efforts pour faire des économies. Hein, et on n'arrête jamais, on peut toujours rajouter 1 euro à une économie. Faire des efforts pour aller un peu plus loin, pour courir un peu plus vite. Faire des efforts pour gagner un demi-point supplémentaire. Bon. Et je pense que là, il y a une réflexion sur le sens de l'effort dans nos sociétés qui doit être menée. Alors, je vois que vous m'avez posé plein de questions pendant que je m'enfouissais dans le sujet. Les notes, les diplômes, alors, les notes du bac, j'y arrive. Hein, ou si vous voulez, je développe maintenant, mais si je développe maintenant, du coup, je passerai plus vite sur les slides tout à l'heure. Effectivement, là, je sautais un peu sur la réforme des écrits, mais peut-être un peu rapidement. Je vous le disais, le dossier, 20 points, 20 points, 20 points. Note du bac, bulletin, et ensuite texte de Sciences Po. Les notes du bac. Les notes du bac, ce sont donc largement des notes de contrôle continu, puisque depuis la réforme Attal du baccalauréat, les épreuves, notamment les épreuves de spé, sont passées au mois de juin, à un moment où vous savez déjà ce que vous ferez l'année prochaine. Bon, donc évidemment, on ne peut pas compter vos notes à ce moment-là. On est donc obligé de comptabiliser les moyennes que vous avez obtenues et de faire comme si c'était les notes du baccalauréat. On compte les moyennes. Donc, alors d'abord, on compte quand même, il n'y a pas que du contrôle continu, puisqu'on compte le bac français écrit et oral, même, enfin, chaque note au même coefficient. On compte l'aspect on compte toutes les spé, à vrai dire, on compte toutes les spé. Hein. Une note pour la première spé en première, une note pour la première spé, la deuxième spé en première, une note pour la troisième spé de première, une note pour la première spé de terminale, une note pour la deuxième spé de terminale. D'accord ? On compte l'enseignement scientifique, les résultats en histoire-géographie en première et terminale. On compte les résultats de la langue vivante 1, les résultats de la langue vivante 2. Et on fait la moyenne, donc, en fait, on compte toutes les notes sauf la philo et sauf les options. On fait la moyenne à chaque fois coefficient 1 de ces différentes notes et on atteint une note sur 20. Ce qui veut dire que, vous avez le détail sur le site de Sciences Po, ce qui veut dire qu'à la fin du conseil de classe du deuxième trimestre de terminale, vous allez être capable de calculer la note sur 20 que vous aurez à
ce premier temps, ce premier palier du dossier Sciences Po. D'accord? C'est ça l'analyse des notes. Et c'est un calcul purement algorithmique, c'est-à-dire que là, il n'y a pas de jury qui intervient. C'est fait par Parcoursup. Et deuxièmement, et je sais que ça pose des difficultés, et tout le monde est d'accord pour le dire, le précédent directeur le disait, Mathias Dichra, tout le monde est d'accord pour le dire, on ne tient pas compte des différences d'un établissement à un autre, du niveau d'une classe à un autre. Oui, je sais qu'une note en AG-GSP, c'est pas forcément la même chose qu'une note en HLP, qu'il y a avoir 17 sur 20 dans une moyenne, dans une classe où la moyenne est à 14, c'est pas la même chose qu'avoir 17 sur 20 dans une classe où la moyenne est à 11. Je sais parfaitement qu'il y a des établissements qui notent plus sèchement que d'autres, etc. Je suis complètement d'accord, tout le monde est d'accord pour le dire. Oui, que les stratégies d'établissement ne sont pas les mêmes en fonction qu'un établissement est un excellent établissement qui va envoyer beaucoup de ses élèves en prépa et qui donc a déjà tendance à avoir une notation de type prépa que dans des établissements qui parfois sont un petit peu moins exigeants parce qu'il s'agit de ne perdre personne. C'est vrai. Et ça, bah oui, là, Sciences Po n'en tient pas compte. C'est vrai. Voilà, incontestablement. En revanche, vous allez être en mesure, vous inquiétez pas, de vous distinguer après dans l'analyse des bulletins et bien sûr dans la qualité de la rédaction de vos textes. D'accord? Les bulletins, alors après, donc, du coup, j'enchaîne au rythme de vos questions. Hein. Les 20 points qui suivent, là, le jury rentre en piste. Là, c'est l'analyse des bulletins et des 4 textes qui sont communs à tout Parcoursup. C'est-à-dire des 4 textes d'activité qu'on appelle activité centre d'intérêt. Voilà, je voulais vous donner la taxinomie précise. 4 textes activité centre d'intérêt, qui sont 4 textes que vous allez rédiger, expérience professionnelle, activités sportives et culturelles, engagement citoyen, etc. Donc vous allez rédiger pour tous vos vœux sélectifs sur Parcoursup, vont être possiblement lus. Hein, je dis possiblement parce que ce sont des textes qui sont facultatifs, mais moi je vous incite à les faire parce que quand on présente un concours aussi difficile que Sciences Po, bah, il faut évidemment avoir toujours l'option maximaliste. Ce sont 4 textes qui vont être lus par le correcteur en même temps qu'il va analyser les bulletins scolaires. D'accord ? Les bulletins scolaires sont les bulletins pour l'instant de seconde, de première et de terminale. C'est à vous de fournir les bulletins de seconde à Parcoursup. Votre établissement fournit ceux de première et de terminale. Et bien sûr que les bulletins sont regardés de près. Hein, donc évidemment, là par un enseignant de Sciences Po qui va regarder la qualité de vos notes, votre classement dans la classe, va apprécier les commentaires de vos enseignants sur vos bulletins, qui va regarder de très près la fiche à venir, c'est-à-dire ce compte-rendu du conseil de classe du deuxième trimestre, au terme duquel le professeur principal et le proviseur apprécient la faisabilité de vos vœux sur Parcoursup, hein, si c'est crédible ou pas compte tenu de votre profil de candidate ou de candidat. Et ça, évidemment, c'est très important. Et j'insiste vraiment, et plus que jamais, et je sais que c'est un peu désagréable à entendre, parce que quand on est en terminale et qu'en Sciences Po, qu'on est un excellent élève, une excellente élève, on a envie de se projeter dans l'après-bac et on se sent un peu aller trop au lycée, mais la priorité, jusqu'au conseil de classe du deuxième trimestre, c'est de travailler vos matières, et tout particulièrement vos spécialités. Ça va être regardé de très très près, parce que comme ce sont des matières qui sont des matières personnelles, hein, et que vous avez choisies, bah, évidemment vous y mettez de vous-même. Donc il faut absolument que vous ayez de bonnes notes, de très bonnes notes en spécialité. D'accord ? Vraiment, ne prenez pas le risque de saper l'essentiel, c'est-à-dire vos notes, pour fignoler un texte que de toute façon on trouvera du temps pour travailler à côté. Alors, je reviens voilà, sur les livres à vous conseiller. Bon, alors ça, c'est un éternel problème. Comment se cultiver ? On ne se cultive pas comme ça, là, en lisant un livre. Ouais, ça ne fonctionne pas. Bien sûr, la culture, hein, c'est bien toutes les thématiques de Bourdieu, c'est du long terme, puisque ça se joue même sur plusieurs générations. Alors, vous allez me dire la belle affaire, hein, si c'est pour passer le concours dans 80 ans, ça ne sert à rien. Donc, bien sûr que je peux vous conseiller les ouvrages, et si vous nous rejoignez, je ne cesserai d'ailleurs de vous tympaniser avec. Mais... il faut pas penser qu'il y a un ouvrage magique, quoi. D'accord ? Il n'y a pas un grimoire à lire et tout est acté. Ceci étant dit, ça dépend de votre niveau. Voilà. Moi, je dirais, si vraiment, voilà, vous avez une connaissance de l'actualité un peu minimale, je vous conseille un ouvrage qui a été publié en 2021 et qui me semble intéressant. Qui a la limite, c'est qu'il est quand même assez orienté à droite et que donc voilà, il faut avoir ce recul critique pour ne pas forcément prendre pour argent comptant objectif tout ce qui vous y est dit, mais qui en revanche mobilise beaucoup d'auteurs, y compris des auteurs de gauche, et qui, à mon avis, éclaire pas mal l'histoire des idées depuis une trentaine d'années. Et c'est vraiment facile à lire et c'est agréable à lire. Ça s'appelle La guerre des idées d'Eugénie Bastier.
Bon, c'est une journaliste du Figaro, donc avec le point de vue qui est celui du Figaro, hein, elle est elle-même diplômée de Sciences Po, il ne s'agit pas de le reprocher, mais il faut avoir conscience de ce positionnement pour être capable, bien sûr, d'avoir toujours, c'est indispensable pour toute référence, évidemment, avoir toujours ce recul critique. La guerre des idées, Eugénie Bastier, et elle analyse l'histoire des idées en France, de la chute du mur de Berlin jusqu'en 2021, 2020-2021, d'accord? Voilà, donc jusqu'au confinement. Vous avez aussi un deuxième ouvrage qui est fort bien fait, mais qui est plus compliqué, qui est plus long, et qui, lui, s'arrête, si je puis dire, en 1989, qui a été rédigé pourtant assez récemment, puisqu'il y a un ouvrage de 2018, mais qui a l'avantage d'être écrit par un professeur de Sciences Po, qui s'appelle François Doss, D-O-2-S-E, et ça s'appelle La saga des intellectuels. La saga des intellectuels, c'est en 2 volumes. Un premier volume, maintenant ça existe en poche, hein, qui fait 1944-1968, un deuxième volume, 1968-1989. L'histoire des idées en France, voilà, sur cette très riche, évidemment, tranche de siècle. Bon, ça me semble quand même vraiment bien. Et puis, il y a un dernier ouvrage que je vous conseille peut-être, qui est un peu au mi-temps des deux, hein. Alors, François Doss, il était plutôt macronien, et aujourd'hui, bon, il s'est détourné d'Emmanuel Macron, et il est à la gauche d'Emmanuel Macron, hein, clairement. Bon, mais voilà, pour que vous ayez un peu son positionnement politique. Et puis, il y a un ouvrage peut-être qui est à la frontière des deux, qui est plus difficile à lire que La guerre des idées, mais qui est quand même moins écrasant que la saga des intellectuels français. C'est un ouvrage signé par une historienne, elle-même assez engagée à gauche, hein, elle est militante au GISTI, donc pour la cause des sans-papiers. C'est Michèle Zancarini-Fournel, M-I-C-H-E-2-L-E, hein, c'est une femme, Zancarini, Z-A-N-C-A-R-I-N-I-F-O-U-R-N-E-L, Michèle Zancarini-Fournel, et elle a écrit un manuel qui s'appelle La France du temps présent, 1945-2020. Hein, l'ouvrage date de 2022. Attention, achetez-le en poche, parce que si vous l'achetez en grand format, l'édition précédente, c'est plus joli, sans doute, mais 1, c'est un peu plus compliqué à manipuler, 2, c'est plus cher, 3, elle va uniquement jusqu'en 2005 dans l'édition précédente. Alors que dans l'édition poche qui est sortie en 2022, elle va jusqu'en 2020. Elle intègre les gilets jaunes, etc. et c'est pour vous intéressant. Donc voilà, ces 3 références, à mon avis, livresques, là vous avez très largement de quoi faire. À côté de ça, pour Sciences Po, vous écoutez France Inter, France Culture, voilà, hein, régulièrement. Vous lisez Le Monde ou Libération. Moi, je vous conseille les pages politiques du Monde et plutôt les pages culture de Libération, qui sont un peu plus jeunes. Hein. Je pense que ça sera plus crédible à 18 ans qu'on lise les pages culture de Libération. C'est-à-dire qu'on va s'adresser à des produits culturels qui peuvent vous intéresser un peu plus que Le Monde, qui s'adresse à un lectorat un peu plus âgé. Et puis vous allez, après, si vous nous rejoignez, je vous enverrai des bibliographies générales, hein. Je vous fais, moi, de toute façon, tous les semestres, je fais une bibliographie, une filmographie. C'est-à-dire que je balaye tout ce qui sort dans le champ éditorial pendant le semestre et les principaux films qui sortent. Et je vous dis, voilà, vous pouvez pas tout lire, mais essayez d'en lire 2-3. Et puis, écoutez des podcasts sur tel et tel ouvrage de sciences sociales, de littérature. Alors, ça va être Ouris de Kamel Daoud, Cabane d'Abel Quentin, les 2 pouvoirs de Gilles Montré. Voilà, enfin bref, il y a beaucoup d'ouvrages. Et puis les films, parce que le cinéma aujourd'hui participe totalement à une culture politique qu'il faut avoir. Hein. Je pense que là, quand on passe Sciences Po, surtout quand on passe Sciences Po en ce moment avec un commentaire d'image à l'oral, il faut avoir vu Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rassoulov, il faut avoir vu The Apprentice d'Ali Abbasi. Ça me semble le deuxième juré de Clint Eastwood, ça me semble indispensable. Hein. Moi, je peux interroger des candidats dessus à l'oral et m'attendre à ce qu'ils soient capables au moins de me parler de films qu'ils ont vus et auxquels ils donnent un sens politique et qu'on en discute ensemble. D'accord ? Si l'on rate l'entrée à Sciences Po Paris ou aux IEP, peut-on tenter à nouveau sa chance ? Alors, on peut tenter sa chance en master, à l'évidence oui. Pour ce qui est de la retenter en bachelor à Sciences Po Paris, non. En IEP, oui. D'accord ? L'IEP, c'est une particularité, vous permet de retenter votre chance dans les mêmes conditions à la fin de votre première année post-bac. En revanche, si vous intégrez l'IEP, mettons, je sais pas, vous allez en fac d'histoire, vous retentez le concours des IEP, vous intégrez le concours des IEP, mettons l'IEP de Lille, bravo à vous, mais vous intégrerez les IEP à bac plus 0. Donc vous perdrez, si je puis dire, 1 an, ce qui ne me semble pas grave du tout. Vous allez forcément, à un moment ou un autre, si je puis dire, perdre 1 an dans votre scolarité. Vous irez à l'étranger, vous ferez une année en entreprise, que sais-je, donc c'est tout à fait normal. C'est pas un redoublement, absolument pas, il ne faut pas du tout avoir honte de ça. C'est une stratégie qui est intéressante. En revanche, pour Sciences Po Paris, vous ne pouvez pas le faire. Sciences Po Paris, c'est une fois. D'accord ? Pour le bachelor. Et puis après, on retente éventuellement en master. Et pour le coup, en master, on peut candidater plusieurs fois. Vous candidatez à un master,
quand vous candidatez à Sciences Po Paris. Vous ne pouvez pas candidater à 2 masters, ou alors il faut des doubles diplômes, d'accord? Là, vous pouvez en candidater à plusieurs, mais sinon c'est un master. Mais vous pouvez parfaitement candidater, aller à un master en 2028, puis vous ne l'avez pas, vous candidatez au même master ou à un autre en 2029, puis éventuellement en 2030, etc. Si les candidats sont acceptés avant les épreuves de bac de terminale, les notes ne comptent pas, bah, vos notes du bac, non. Vos notes du bac, elles ne comptent pas. Bon, c'est d'ailleurs bien le problème. C'est que les notes du baccalauréat, comme les notes que vous allez obtenir au 3e trimestre, bah, elles comptent un peu quand même pour l'honneur, quoi. C'est pas rien l'honneur, mais c'est sûr que ça nourrit pas son homme. C'est vrai. Quand même, attention. En France, on ne peut pas vous accepter sous condition de mention. Mais si vous demandez des vœux internationaux, certaines écoles, c'est le cas par exemple de UCL à Londres, dont je vous parlais tout à l'heure, vont vous accepter sous condition de mention, disant bah oui, madame, monsieur, bienvenue chez nous, mais on vous prévient, vous n'êtes la bienvenue chez nous, alors même qu'on vous a accepté que si vous obtenez un minimum de 16 sur 20 au baccalauréat, par exemple. D'accord? Et deuxièmement, imaginons que, je touche du bois, mais imaginons que vous suiviez une filière post-bac. Je sais pas, moi, vous intégrez l'UPEC à Créteil. Et puis, ça ne vous plaît pas. Vous dites en novembre, non, ça ne me plaît pas du tout, moi, je ne veux pas faire ça. Vous quittez votre voie, vous abandonnez n'importe quoi, une prépa, je vous dis l'UPEC, ce que vous voulez. Et puis l'ESPOL, et puis vous engagez dans un stage civique à côté pour finir l'année, vous représentez des vœux sur Parcoursup, c'est tout à fait possible, pour intégrer une voie qui vous conviendrait davantage. Dans ce cas-là, votre bulletin du 3e trimestre et vos notes du bac vont compter. Donc ne les sacrifiez quand même pas trop, parce que vous risqueriez, si jamais les choses ne se passaient pas telles que vous le souhaitez aujourd'hui, d'en avoir peut-être besoin plus tard. Les écrits à partir de quand? Pour les IEP, ah bah tout de suite. Alors là, préparer les écrits des IEP, alors ça dépend si on parle de Sciences Po et des IEP. Sciences Po, je pense qu'il faut se mettre à bosser quand même le dossier dès maintenant, parce que les écrits, ils ont surtout maintenant qu'ils ont changé, ils sont plus ambitieux qu'ils ne l'ont jamais été, et il faut vraiment un temps de réflexion. Il faut les relire, il faut les travailler. Si vous venez au cours du Parnasse, vous aurez un tuteur en plus des cours qui vous seront proposés, c'est-à-dire un professeur à Sciences Po qui va discuter avec vous des textes, qui va vous conseiller. C'est toujours vous qui décidez, mais qui va vous conseiller, qui va les relire, qui va vous suggérer des références, qui va en discuter avec vous, qui va vous aider à affiner votre projet. Mais il y a quand même un gros travail. Mais donc je pense que c'est maintenant. Si c'est les IEP dont vous me parlez, mais c'est maintenant. Les IEP du concours commun, c'est un concours, je vais y arriver dans un instant, qui est lourd, qui est exigeant, qui est difficile. Et l'épreuve notamment de questions contemporaines, vous avez 2 thèmes à travailler. Vous allez devoir subir une dissertation de 3 heures, enfin rédiger une dissertation de 3 heures, à peu près 7 pages en 3 heures sur ces thèmes-là. Il y a un énorme travail à faire, il faut vraiment vous y mettre dès maintenant. Faut-il des lettres de recommandation pour Sciences Po? Non, ça c'est en niveau master. En master, il vous faudra au moins 2 lettres de recommandation académiques et jusqu'à 5 lettres de recommandation extra-académiques, type directeur de stage. Mais à Sciences Po Paris, comme en IEP, rien du tout. Vous disiez, si on fait une classe prépa, car on n'a pas réussi à entrer dès la sortie du lycée, après les 2 ans de prépa, on entre en 3e année à Sciences Po. J'ai peut-être mal compris. En fait, moi-même, j'ai pas bien compris votre remarque, mais j'en suis désolé. Vous disiez, si on fait une classe prépa, car on n'a pas réussi à entrer à Sciences Po. Alors, d'abord, il y a classe prépa et classe prépa. Il y a, par exemple, les cours du Parnasse, c'est une classe prépa. Mais c'est pas une classe prépa, c'est une classe prépa que vous ne pouvez pas intégrer sur Parcoursup. Vous nous rejoignez maintenant pour vous aider à préparer les IEP, à préparer Sciences Po Paris. Mais ça ne vous prend pas à temps plein. Alors que si vous rentrez demain à Henri IV, par exemple en Hippocagne, vous allez de 8h à 18h suivre des cours, et ensuite de 18h à minuit, vous allez travailler vos dissertations, et puis ensuite de 6h à 8h, rebelote, je révise avant les évaluations, et à 8h, je commence à avoir cours et j'ai des évaluations. D'accord? Ça, c'est la classe prépa. Donc, c'est pas du tout la même chose. C'est 2 choses qui sont quand même ici largement différentes. Donc, imaginons, vous n'avez pas réussi à rentrer à Sciences Po, vous intégrez une classe préparatoire, ensuite, vous avez 2 ou 3 ans de classe préparatoire, mais mettons toujours Henri IV, donc vous êtes en Hippocagne Henri IV, ça se passe bien, vous basculez en Cagne Henri IV, vous êtes comme on dit en Cagne, carré, vous faites votre première Cagne, vous pouvez passer des concours d'ailleurs dès la Cagne carré, même tous les concours, vous les avez, très bien, vous rejoignez, mettons HEC, ou mettons l'école normale supérieure, très bien pour vous, mais soit vous n'avez pas des concours, vous n'avez pas des concours qui vous intéressent, vous pouvez cuber votre Cagne. Vous faites une 2e Cagne. Le programme en Cagne, il change tous les ans. Donc c'est pareil, vous ne redoublez pas. Vous avez un nouveau programme que vous allez faire dans l'année et ça vous assure des années d'équivalence. C'est-à-dire que l'université partenaire de la classe préparatoire
va vous proposer une équivalence en première année, mention très bien, une équivalence en deuxième année et une équivalence en troisième année, donc une équivalence de licence. Donc si vous cubez votre cagne, vous pouvez, l'année de votre cubage, comme on dit, présenter un dossier pour intégrer Sciences Po si vous le souhaitez en master. Vous n'êtes pas sûr de rentrer. Enfin, quand même, si vous êtes un brillant sujet Henri IV en classe préparatoire et que vous avez des lettres de motivation, une lettre de motivation et des lettres de recommandation qui sont solides, vos chances quand même de rentrer à Sciences Po Paris sont vraiment non négligeables. Est-ce que les vidéos seront disponibles vos vidéos de manière permanente? J'avoue que je ne sais pas. C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que ces vidéos-là soient disponibles de manière permanente. Pas certain, non. En revanche, vraiment j'insiste, oui, la question qui suit sur l'oral, j'insiste, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. Hein. Vous nous écrivez un mail à Sciences Po, enfin pas Sciences Po, non, pardon, contact@lescoursduparnasse, l'adresse classique, et puis vous posez toutes les questions que vous voulez sur Sciences Po, sur les IEP. Généralement, Sciences Po et les IEP, c'est vers moi qu'elles sont fléchées, surtout si c'est des questions de nature un peu pédagogique, et je vous réponds sur les références que je vous conseille d'utiliser, sur le détail des concours que j'aurais pas bien expliqué, etc., etc. D'accord? Donc vraiment, là, n'hésitez pas pour le coup à rentrer dans une relation directe avec la prépa. L'oral, alors l'oral, c'est pas pour tous les candidats. C'est seulement une minorité de candidats qui va être invité à passer l'oral. D'accord? Pour passer l'oral, il faut avoir déjà passé les 3 seuils, donc les notes du bac, les bulletins et les textes qui sont communs à tout Parcoursup, et les textes qui sont les textes du projet motivé. Hein, en l'occurrence ici, 4 textes. 4 textes du projet motivé, plus un texte de l'essai personnel. Bon, ça c'est long, hein. C'est un gros travail. Parce que les textes sur le papier, ils sont pas très très longs. Hein. Ils font entre 2000 signes pour les plus courts, espace compris, et 4000 signes, espace compris pour l'essai personnel. Mais ils doivent être extrêmement denses. Chaque mot doit être sous-pesé. Ça se joue toujours à un quart de cheveu. Donc là, vraiment, il y a un travail d'orfèvrerie que vous devez faire. Sciences Po, c'est une excellente école, très prestigieuse, très exigeante. Et vous allez avoir face à vous des candidats qui sont remarquablement aguerris. Ceux qui, donc, auront passé ces trois caps-là pourront passer l'oral. L'oral de Sciences Po, je vous ai dit, il est extrêmement difficile. Bon, et il est connu comme étant difficile. C'est un oral de 30 minutes déjà, ce qui est déjà une première difficulté. C'est long 30 minutes. Hein. 30 minutes face à 2 membres du jury qui tentent évidemment de deviner des faiblesses. Croyez-moi, vous allez en sortir totalement épuisé. C'est un oral en 3 temps. D'abord, présentation du candidat, 2 minutes. Hein. Ok, qui vous êtes? Pourquoi vous candidatez à Sciences Po? Quels sont vos vœux? Quels sont les majeurs que vous voulez suivre? Quels sont les campus sur lesquels vous voudriez vous rendre? Comment vous hiérarchisez ces campus? Quels sont les cours que vous allez suivre quand vous serez à Sciences Po? Comment vous les articulez à des lectures personnelles que vous avez de sciences sociales, etc. Bref, il faut que vous nous convainquiez de manière synthétique et extrêmement claire que vous voulez rentrer à Sciences Po pour une raison parfaitement détaillée. Que c'est pas parce que c'est prestigieux, non, c'est parce que ça correspond exactement à votre projet d'études et qu'il est mûrement réfléchi. Ensuite, et c'est là la grosse difficulté, on va vous proposer 2 images sur Zoom. D'accord? Une image représentative, figurative, et une image beaucoup plus abstraite, généralement artistique. Vous avez quelques secondes, mais c'est très court, hein, ça peut être 10-15 secondes, hein, 30 grand maximum. Quelques secondes pour choisir une de ces 2 images, et là, sans aucune préparation, sans avoir la possibilité de rien écrire sur un bout de feuille, rien du tout, vous devez nous proposer un commentaire d'image construit, hein, justifiant l'image, décrivant l'image, analysant l'image avec une introduction, des parties, une conclusion, pendant 10 minutes. Ce sont les 10 minutes les plus longues de votre vie. Hein. 10 minutes comme ça face à un jury, compte tenu du niveau qui est attendu de vous, sans aucune préparation. Vous ne pouvez pas dire, oui, mais attendez, je prends un quart d'heure pour travailler. Rien du tout. Et en montrant les enjeux politiques de cette image, hein, justifiant ici de votre choix, montrant pourquoi est-ce que cette image vous permet de montrer, de briller politiquement à Sciences Po, c'est extraordinairement difficile. Il faut absolument vous entraîner. Premier conseil que je vous donne, au-delà bien sûr de nous rejoindre, premier conseil que je vous donne, c'est d'aller regarder sur Arte l'émission Le Dessous des images. C'est une émission remarquablement bien faite. Hein. J'ai aucun intérêt personnel dedans, je vous rassure. Remarquablement bien faite. Et qui, je trouve, en fait, propose exactement ce qu'on attend de vous à Sciences Po. C'est un peu plus long, généralement ça fait plutôt 12-13 minutes, c'est fait par des professionnels, donc évidemment c'est pas exactement le niveau que vous allez atteindre, c'est complètement normal, mais c'est vraiment ce qu'on attend de vous et ce qu'on est en droit d'attendre de vous. Donc essayez d'aller regarder le dessous des images, je vous dis, c'est le meilleur moyen que vous aurez de performer. D'accord? Le dessous des images sur Arte. Il y a déjà, je crois, une cinquantaine au moins d'images qui sont commentées. Et voilà, entraînez-vous avec ça au fur et à mesure. Et c'est à mon avis un très bon complément à ce que propose la prépa. Et puis enfin, troisième temps,
dans le quart d'heure qui reste, le jury, le gros quart d'heure qui reste, le jury revient sur l'image, vous pose des questions dessus, éventuellement on peut vous interroger sur l'image que vous n'avez pas choisie, et ensuite on revient sur votre présentation, des questions sur la scolarité que vous aimeriez suivre à Sciences Po, des questions d'actualité politique, des questions sur votre culture, apprendre à apprécier votre positionnement, etc., votre capacité à débattre, à échanger, à montrer à la fois une forme de souplesse intellectuelle tout en défendant vos convictions, etc. Consiste l'oral, c'est bon. Les sujets des essais personnels pour 2025, oui, absolument. Hein. Il y a 2 sujets au lieu de 5 désormais qui ont été proposés. Où est-ce qu'ils sont? Ils sont là. Voilà, l'essai de Sciences Po, c'est ça. Ça, c'est les 2 sujets. Avant, vous aviez 5 Sciences Po, 5 sujets, vous en choisissiez un. Désormais, vous n'en avez plus que 2, vous en choisissez un. Ce sont les 2 sujets qui sont proposés. À moi, par exemple, évidemment, je vais vous proposer à chaque fois, à la fois pour ces 2 essais, mais aussi pour l'ensemble des textes du projet motivé, une sorte de petit cours, hein, qui fera 45 minutes à peu près à chaque fois, pour analyser les enjeux du sujet. Quelles sont les problématiques essentielles, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, quels sont les points qui me semblent les plus intéressants, hein, ce que c'est qu'un auteur. Hein. Je vous expliquerai par exemple que l'auteur, ça n'a pas toujours été une évidence. Hein. L'auteur, ça apparaît avec la modernité. Hein. C'est au moment où il y a une subjectivisation de la pensée qu'un individu va réclamer la paternité d'une œuvre, que ça permet à la fois de protéger cette œuvre, mais aussi d'incriminer l'individu pour les textes qui sont éventuellement des textes jugés calomniateurs, blasphématoires, que sais-je, que c'est ce que Michel Foucault appelle la fonction auteur, que l'auteur rentre en crise après la Deuxième Guerre mondiale, hein, crise de la modernité, crise de la représentation, hein, écrire un poème après Auschwitz, c'est barbare, comme dirait Adorno, et cette figure de l'auteur est mise à mal, c'est la mort de l'auteur dont nous parle Roland Barthes, et puis depuis la fin des années 70, début des années 80, avec ce qu'on appelle le paradigme indiciaire, la figure de l'auteur, mais un nouvel auteur, un auteur lucide, qui est plus l'auteur omniscient des romans du 19e siècle, s'impose, et je pense que c'est l'occasion ici de réfléchir à ce que c'est que l'auteur dans notre société, et ça me semble intéressant. Vous voyez, il faut toujours prendre le sujet un peu de manière méta pour être capable de se démarquer. Bon. Et l'Uchronie, c'est pareil, je reviendrai sur le statut aujourd'hui, le rapport au temps dans notre société, pourquoi passer par l'Uchronie, peut-être parce que on vit dans un temps bloqué, hein, le fameux présentisme dont nous parle François Hartog. Enfin, je me laisse pas entraîner parce que sinon j'en ai pour bien longtemps, mais c'est un peu cette idée-là. Comment entrer à Sciences Po après une CPGE? Alors, CAGNE, K-H-A, accent circonflexe G-N-E, vous cubez votre CAGNE. L'année de votre cubage, vous présentez un dossier. Lettre de motivation, lettre de recommandation, bulletin depuis le bac. Si vous le déposez à Sciences Po avec un master qui vous intéresse, auquel vous candidatez. Si votre dossier est retenu, vous êtes invité à passer un oral sur Zoom, toujours, pendant une vingtaine de minutes, avec le responsable pédagogique du master pour voir si vous avez le niveau et si ce que vous voulez faire correspond bien à ce qu'on propose. D'accord? Tout simplement. Comment fait-on pour vous rejoindre? Pour nous rejoindre, alors, nous, ce qu'on propose, là, du coup, vous anticipez un peu sur ce que j'allais dire. On propose des formations Sciences Po Paris et des formations IEP, d'accord? Vous pouvez bien sûr préparer les deux. Vous pouvez les préparer sur place, avec nous, à raison de stages d'1 semaine pendant les vacances scolaires. C'est vous qui choisissez la première ou la deuxième semaine. Et vous venez pour suivre des cours. Alors, vous allez suivre des cours pour préparer Sciences Po. Alors là, maintenant, étant donné que le prochain stage, c'est les vacances de Noël, on va vraiment travailler la préparation de l'oral. C'est-à-dire que vous aurez, si vous nous rejoignez, accès à toutes les vidéos que j'ai pu enregistrer par ailleurs sur la préparation des écrits, évidemment, et des écrits avec la réforme. Vous aurez un tuteur qui vous sera attribué, avec qui vous travaillerez les textes. Mais en revanche, c'est vrai que quand on se retrouvera en stage pour Sciences Po Paris, maintenant, on préparera vraiment l'oral. Donc à la fois, je ferai les cours de culture générale, mais je les coulerai dans le commentaire d'image. Je vous apprendrai, à mon avis, comment il faut se tenir dans un entretien, comment répondre à des questions du jury, à des séries de questions, comment ne pas se faire piéger, comment sembler brillant, en même temps sans avoir l'air trop autoritaire, etc. etc. Donc on fera des centaines et des centaines de commentaires d'images ensemble, qui ne seront pas, évidemment, des images du dessous des images. Maintenant que je vous ai donné ma mine d'image. Donc, ce sont d'autres images que je trouve. Et puis, pour ce qui est des IEP, là, vous aurez des cours vous avez, pour ce qui est des IEP, des cours d'histoire, de langue et de questions contemporaines, que moi, j'assure avec quelques collègues, mais c'est moi qui rédige les polycopiés, sur les 2 thèmes de l'année, donc solidarité au pluriel et le corps. Et là, vous avez, pour ce qui est des IEP, là, le dernier stage, je crois que c'était 12 heures, 12 heures de questions contemporaines avec moi, par exemple, pour travailler ces thèmes-là, et on recommence au stage d'après, etc., etc. Chaque stage, chaque fin de stage, est rythmé par des concours blancs.
Donc vous avez une épreuve en anglais, une épreuve en histoire, une épreuve en questions contemporaines. Vous nous les envoyez et on vous les vidéo-corrige dans les 2 semaines. Sachant que si vous nous rejoignez pour Noël, vous pouvez évidemment, rétroactivement, si je puis dire, faire les concours blancs. D'ailleurs, je ne souhaiterais trop vous y inciter. Conseil à tout le monde, y compris si vous ne nous rejoignez pas, entraînez-vous. C'est indispensable pour les IEP. Vous avez la possibilité, au cours du Parnasse, d'avoir au moins 5 entraînements par discipline. Et puis si vous en voulez plus, on vous en proposera plus évidemment, mais au moins 5 fois. C'est à mon avis indispensable. Vous gagnez à peu près 2 points par entraînement. D'accord? Donc vous avez les cours Sciences Po et les cours IEP, et vous pouvez aussi décider de suivre des cours de vos spécialités afin de maximiser vos chances en SP, parce que si vous suivez des cours, vous aurez des meilleures notes, et donc si vous avez des meilleures notes, vos bulletins évidemment resplendiront davantage. Okay? En revanche, la seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est faire les 3 à la fois. Vous ne pouvez pas faire Sciences Po plus IEP plus les cours de terminale, parce que ça ne tient pas en une semaine. Vous pouvez faire soit Sciences Po et les cours de terminale, soit Sciences Po et IEP. Ok? Libre sur place. Après, libre à vous, si vous le souhaitez, de faire Sciences Po et cours de terminale sur place et IEP à distance, évidemment, puisque vous avez aussi une formule à distance. Distance, tout se passe sur la plateforme, ce sont les mêmes polycopiés, des cours plus brefs, parce que si je vous inflige 12 heures de questions contemporaines par semaine, sur une semaine sur Zoom, en enregistrement plutôt, évidemment vous ne les suivez pas, on le sait bien, c'est assez rédhibitoire. Donc c'est forcément des cours qui sont plus brefs. En gros, un cours que je fais en 2 heures sur place, je le résume en 45 minutes en enregistrement vidéo. Mais vous avez aussi les concours blancs, bien sûr, donc vous vous entraînez aussi souvent que vous voulez, et vous avez, pour les élèves sur place comme à distance, accès à un Discord de la prépa qui est organisé par matière, avec les profs qui gèrent chacune de leurs salles. Donc un prof pour l'histoire, un pour la question contemporaine, un pour les langues, etc. Je vous envoie des documents, je réponds à vos questions, et donc ça permet comme ça de maintenir l'interactivité, y compris entre les stages, et y compris si vous êtes en distanciel. D'accord? Et pour nous rejoindre, après c'est simple, je vous montrerai le lien à la fin. Vous envoyez pareil un mail contact@lescoursduparnasse, ou vous utilisez le QR code que je vous indiquerai à la fin, et ensuite les équipes techniques se feront une joie de vous contacter pour vous permettre donc de rejoindre la prépa. Pour Sciences Po Bordeaux, on a aussi une préparation spécifique. En fait, souvent, les candidats à Sciences Po Paris préparent aussi Sciences Po Bordeaux. Donc, on prépare à Sciences Po Paris et vous prenez une option. Je crois qu'il y a 100 € de plus, mais je ne veux pas m'avancer, mais je crois que c'est ça. Une option Sciences Po Bordeaux. Donc, ça veut dire que le tuteur relit votre lettre de motivation pour Sciences Po Bordeaux et que vous aurez, excusez-moi, la journée a été longue et elle a commencé tôt avec les élections américaines. Vous aurez des oraux spécifiques Sciences Po Bordeaux. Parce que en plus, je me permets de préciser aussi, pour ce qui est de la préparation Sciences Po, vous avez à distance comme sur place, vous avez des oraux blancs personnels. D'accord? Vous en avez au moins 2 avant les résultats d'admissibilité. Et si vous êtes admissible, alors là, c'est buffet à volonté. Vous avez autant d'oraux blancs que vous le souhaitez. Évidemment, notre intérêt, c'est le vôtre. Et c'est donc de vous permettre d'intégrer et donc de vous entraîner au mieux. D'accord? Mais au moins, à minima, 2 oraux blancs pour tous les candidats, distanciels ou présentiels. Et si vous êtes à Sciences Po Bordeaux, on rajoute des oraux préparation Bordeaux en plus des oraux parisiens. Alors, des exemples d'images proposées à l'oral. Alors là, effectivement, objectivement, j'en ai pas, mais je peux vous en proposer. C'est simplement qu'en 1 heure, ce que je ne respecte jamais, si je me mets à partir sur du commentaire d'image, là c'est fini. Mais c'est pas, je vous en enverrai si vous voulez. Pour le coup, envoyez un mail à contact@lescoursduparnasse et je vous enverrai 4-5 commentaires d'images, enfin 4-5 images qui seront à commenter. C'est généralement pas des images patrimoniales, c'est-à-dire que vous pouvez pas avoir les libertés guidant le peuple de Delacroix, parce que ça c'est une image que vous avez forcément vue en cours, et donc c'est injuste de vous demander de commenter ça que vous connaissez par rapport à un candidat qui lui devra commenter une balle de ping-pong écrasée sur un sol de béton. Donc c'est des images qui sont, je vous dis pas patrimoniales, et qui sont pas non plus que vous situez pas forcément immédiatement. Mais ça peut être très abstrait, Vous pouvez parfaitement avoir carré blanc sur fond blanc de Malevich, et voilà, c'est à vous ou des tableaux de dripping de Jackson Pollock, et puis c'est à vous de le commenter. Et ça peut être de l'art contemporain, mais ça peut, il y a des images, ça peut être c'est assez souvent le cas, ça arrive de manière assez importante. Ça peut être des affiches de films, ça peut être une image de presse, ça peut être plein de choses, d'accord. Mais je vous incite à, c'est évidemment totalement gratuit, je vous incite à envoyer un mail là en disant bien que c'est vous qui avez demandé les images, et je vous en enverrai 3-4 si vous le souhaitez, pour que vous voyez un peu le type d'image qui peut tomber. Ok?
Quand et comment, attendez, quand et comment les textes dont vous parliez sont-ils disponibles? C'est-à-dire les textes dont je parlais, les textes, en fait, quels textes? Parce que les textes, c'est les candidats qui vont les écrire. Les textes pour Sciences Po Paris, qu'on soit clair, c'est eux, hein. Mais en revanche, les tuteurs vont les aider à les préparer, vont les conseiller, vont les relire, leur suggérer des orientations. Moi, mon travail en amont, c'est de faire des cours où j'indique ce qui me semble être les grandes problématiques de ces textes. Ben voilà, voilà ce que je pense de l'auteur aujourd'hui, ou du sens de l'effort, comme j'ai pu vous le détailler un petit peu. Tiens, on vous demande ici des écrivains, à mon avis, voilà, ça c'est peut-être pas la peine, ça va être trop utilisé, voilà, il y a tel angle qui me semble intéressant pour réfléchir à une œuvre littéraire aujourd'hui, le rapport à la littérature de la société contemporaine. Pas la même chose que l'auteur, hein. Un auteur, c'est pas la même chose qu'une œuvre littéraire. La politique des auteurs, ça touche aussi le cinéma, hein. On parle du cinéma d'auteur. Bon, François Truffaut, c'est un auteur. Bon, la Nouvelle Vague, c'est un cinéma d'auteur. Et c'est pas la même chose qu'une œuvre littéraire. Donc ce sont deux textes qui sont fondamentalement différents. D'après vous, une prépa pour Sciences Po est-elle indispensable? Bah, je ne vais pas scier la branche sur laquelle je suis assis. Indispensable, non. Ce serait mentir que de dire ça. C'est pas vrai. Vous êtes d'excellents candidats, d'excellentes candidates. Vous pouvez préparer Sciences Po par vous-même, évidemment, et des candidats rentrent sans être passés par des prépas privés, c'est certain. Et puis, il y a bien des occasions de s'aider qui ne sont pas simplement les prépas privés, hein. Vous pouvez demander à des associations comme Sciences Po Paris, qui sont des étudiants de Sciences Po qui vont vous aider, c'est totalement gratuit. Il y a parfois des prépas qui sont intégrés à vos lycées et qui font, j'en suis sûr, un très bon travail. Mais en revanche, très humainement, des enseignants qui font ce travail au sein d'un lycée ne peuvent pas avoir la disponibilité des enseignants d'une prépa privée. Et Sciences Po et SOS Sciences Po, ce sont des étudiants de première et de deuxième année qui font un travail courageux et généralement appliqué, mais qui n'ont pas le recul d'enseignants de Sciences Po, de membres du jury eux-mêmes qui interviennent ici pour vous présenter les pièges à éviter et pour vous conseiller au mieux. La masse de cours, la disponibilité, l'écoute, ça c'est quand même une caractéristique des prépas privés et il me semble, hein, en tout cas des cours du Parnasse, tout du moins on fait tout pour. Donc indispensable, non, mais je pense que c'est vraiment conseillé. Enfin, moi, je vous le conseille. Je vous le conseille pour Sciences Po Paris et je vous le conseille d'une certaine manière encore plus pour le concours des IEP. Parce que là, pour le coup, préparer seul l'épreuve de questions contemporaines, c'est totalement impossible, hein. Vous n'avez pas vous n'avez pas dans votre lycée de prépa intégrée IEP. Vous en avez parfois quand vous êtes en première année de classe préparatoire. Certains établissements, certaines hypocagnes préparent au concours des IEP, mais c'est très spécifique. Et là, il n'y a pas d'association au sein des IEP qui vous prépare à ça. Là, je pense qu'il faut vraiment une prépa privée pour être capable de préparer dans des conditions convenables cette épreuve qui est absolument redoutable. Comment avoir vos tarifs? Alors, les tarifs, je pense, alors vous m'en voudrez pas là, de sauter honteusement, mais j'ai parlé de plein de choses. Voilà, les tarifs, le détail des cours. Là, vous avez les tarifs qui vous sont proposés. Donc, évidemment, et puis je reviendrai ensuite, hein, voilà, je vais remonter dans le diaporama. Évidemment, le distanciel, c'est beaucoup moins cher que le présentiel, parce que ce qui coûte très cher, c'est la location des locaux. Et puis, vous pouvez choisir de prendre un stage, deux stages, ou de venir à tous les stages. Donc, désormais, Noël, février et le stage donc, du printemps, hein, pour ce qui est de Sciences Po. Et c'est intense, voilà, pour ce qui est de la formule sur place. Je pense que c'est pas mal parce que ça vous oblige aussi à vous entraîner, hein. Vous aurez compris que c'est un petit peu mon obsession, mais il faut absolument que vous vous entraîniez. Et alors, si vous le faites à distance, aussi bien intentionné soyez-vous, vous allez procrastiner un peu parce qu'on va vous demander énormément de choses, surtout à partir de janvier. Comme la prépa à distance, elle sera forcément un peu plus loin, vous allez repousser, et vous allez vous retrouver en fait à pas faire les concours blancs et donc malheureusement à pas progresser comme vous pourriez. Alors, si vous prenez la formule à distance, vraiment la chose que je vous demande, c'est les mêmes polycopiés, hein. Les cours sont plus brefs, mais c'est les mêmes polycopiés. Je suis tout autant disponible sur Discord, mais la chose que je vous demande absolument, c'est de vous entraîner et de faire régulièrement vos entraînements, vos concours blancs dans les 3 matières. Ça, c'est vraiment indispensable. Toute préparation Sciences Po IEP, alors c'est possible en première, oui, c'est possible en première, parce que, voilà, ce qui me permet là de remonter. Alors là, vous avez une semaine Sciences Po IEP. Voilà, la semaine là à Noël, une semaine de stage chez Tessa. Donc vous voyez, vous avez une journée Sciences Po le vendredi avec moi.
courage. Là, on fait Sciences Po, Sciences Po, Sciences Po, tout le vendredi. Et sinon, vous avez une alternance de cours de questions contemporaines, voilà, avec moi en l'occurrence pour ce groupe. Et il y avait un deuxième groupe qui était avec une de mes collègues, qui est une professeure à Sciences Po d'ailleurs aussi, qui vient de soutenir sa thèse à Sciences Po, thèse de sciences politiques. Et vous avez donc des cours d'histoire et là, en l'occurrence, des cours d'anglais. Voilà. Donc, vous voyez que ça commence à 9 h, ça se finit à 17h35 officiellement, généralement plutôt à 6h moins 10. En tout cas, quand c'est moi qui termine la journée, ça déborde bien souvent. Et vous avez 1 heure de pause au déjeuner. Voilà. Je remonte sur la question des IEP. Voilà, sur les IEP. Et en même temps, je lis votre question. Est-ce que c'est possible en première? Oui, c'est possible en première, les prépas Sciences Po IEP. Sciences Po, je pense que ce qui est important, si vous êtes en première, ce qui est important, c'est vraiment là pour l'instant d'avoir les bulletins les meilleurs possibles. Donc, si vous nous rejoignez, c'est vraiment prenez les matières du programme Ambition qui vont vous permettre de travailler vos spécialités. Si vous êtes en première, vous aurez quand même des cours avec moi parce que je vous présenterai le concours de Sciences Po et on commencera à faire du commentaire d'image un peu ensemble. Mais c'est pas là que ça va être absolument magistral en première, hein. Je pense que pour ce qui est de Sciences Po Paris, en première, surtout que le concours va être encore réformé l'année prochaine, la priorité, alors on sait que l'oral va rester, mais ils vont rajouter une épreuve écrite, la priorité, c'est quand même vos notes du lycée. En revanche, c'est vraiment intéressant de venir au cours du Parnasse quand on est en première pour préparer, en l'occurrence, les IEP, parce que l'épreuve de questions contemporaines, je vous ai dit, c'est une épreuve redoutable qui repose sur 2 thèmes. Et ces 2 thèmes restent 2 ans. Mais il y a un effet de tuilage, c'est-à-dire qu'on change un des thèmes tous les ans. D'accord? Ils sont décalés, si vous voulez. Le thème du corps, par exemple, c'est sa 2e année. Donc, on sait que l'année prochaine, le corps, pour vous, sera plus au programme. On aura un nouveau thème qui nous sera proposé généralement début juillet. En revanche, le thème solidarité, au pluriel, lui, est tombé en juillet 2024 et donc sera encore là pour la promotion 2026. D'accord? Ça sera sa 2e année. Et ce qui est assez intéressant, parce que croyez-moi, l'année de terminale, et vos camarades qui sans doute sont là et qui sont en terminale vous le diront aussi bien que moi, l'année de terminale, c'est une année très dense. Donc préparer dès l'année de première un des 2 thèmes, c'est toujours ça de gagner. Ça vous permet ensuite d'arriver en terminale en vous disant, bah voilà, j'ai préparé quasiment la moitié, en tout cas il ne reste plus qu'à affiner et actualiser, la moitié du programme de questions contemporaines, qui est l'épreuve la plus lourde du concours des IEP. Donc ça me semble intéressant. Et moi, ce que je fais avec vous, ce que je fais avec les premières, moi ou ma collègue, encore une fois, c'est de préparer le thème qui va rester bien sûr 2 ans. Je ne vais pas travailler avec vous sur le corps, hein. Je travaille avec les premières cette année, je travaille sur le thème des solidarités. Ouais. Et je leur fais, je crois, 4 heures par semaine sur les solidarités. Voilà. Donc une épreuve d'histoire, coefficient 3, preuve de 2 heures. Une épreuve de langue, coefficient 1,5, non, coefficient 2, d'ailleurs, là il y a une coquille, je me disais bien qu'il y avait un problème, coefficient 2, attention, l'épreuve de langue. Parce qu'avant elle était 1,5 parce qu'il y avait 0,5 points de contrôle continu. Mais on a supprimé le contrôle continu avec la réforme Attal et donc on a fait monter le coefficient de l'épreuve de langue, coefficient 2. Donc une épreuve de langue, coefficient 2, qui dure 1 heure. Alors, la journée, là, cette année du 26 avril est organisée comme cela. On commence toujours par l'épreuve de questions contemporaines parce que c'est le plus difficile, parce que c'est le plus épuisant. Vous faites vos 3 heures dans la matinée et l'après-midi, vous avez ensemble langue et histoire, commentaire de documents sur le programme La France et le monde au XXe siècle d'AGGSP de terminale. Mais évidemment, disons, sous stéroïdes, hein, très intensifié. C'est à vous de vous organiser pour l'après-midi et de répartir votre temps comme vous le souhaitez entre l'histoire et les langues. Mais on vous conseille de faire 2 heures, 1 heure. Attention, hein, piège classique, ne vous laissez pas happer par une des 2 matières en oubliant quasiment de faire l'autre. Sinon, de fait, vous allez avoir une note de type éliminatoire. D'accord? Pour ce qui me concerne, ici, moi, je prépare, je vous le disais, au cours au thème des solidarités et du corps. Je relis en même temps vos questions, parce que si là, je pars sur corps et solidarité, bah, c'est sûr que vous allez me perdre. Sciences Po, c'est donc l'année terminale. Pour ce qui est de Sciences Po Paris, on va vous proposer, si vous venez, si vous êtes en première, on va vous proposer forcément une ouverture à Sciences Po Paris en première, oui. Mais c'est vrai qu'on va surtout vous proposer de suivre des cours de spécialité afin d'avoir les meilleures notes possibles au lycée et de briller. Je vous dis, c'est quand même l'essentiel, hein. Vous l'aurez vu, que ce soit pour les notes du baccalauréat ou pour l'analyse des bulletins, l'entrée à Sciences Po Paris, ça passe par les bonnes notes au lycée. On ne peut pas y couper.
D'accord? Ça, c'est important. Mais c'est vrai que, oserais-je dire égoïstement, hein, j'encadrerais, je vous accompagnerais davantage en terminale qu'en première pour Sciences Po Paris. Pour les IEP, je vois les élèves de première davantage parce que je leur donne des cours sur le thème de questions contemporaines, qui est le thème qui leur sera soumis l'année suivante. Alors, les attendus des écrits de Sciences Po Paris, bah, c'est volontairement, c'est pas vague, mais c'est volontairement laissé un peu à votre discrétion. C'est pas toujours la même chose. Clairement, Sciences Po Paris veut, dans ses textes, et vraiment après je développe sur les IEP parce que ça a été pour l'instant un peu la partie oubliée là, de cette présentation. Dans ces textes, Sciences Po Paris veut vous donner l'occasion quand même de vous démarquer. C'est-à-dire de montrer que vous n'êtes pas que des bons élèves, que vous n'êtes pas non plus trop enfermés dans un carcan académique et scolaire dissertatif, mais que vous êtes capable de faire preuve d'originalité. Vous êtes capable de montrer des capacités de rédaction, de finesse culturelle, d'analyse des œuvres, hein, de réflexion sur l'auteur, l'effort, l'Uchronie, etc., que on ne vous a pas forcément toujours donné l'occasion d'acquérir. Donc c'est sûr que si on vous demande un texte littéraire qui compte pour vous, bah, n'allez pas me dire Candide de Voltaire, parce que ça, il y a quand même 98% des lycéens qui l'ont vu en classe, en première, donc c'est pas forcément très très pertinent, hein, évidemment. Il faut toujours chercher à se démarquer. Donc les textes vont vraiment reposer là-dessus. Votre capacité à vous démarquer, à montrer dans votre écriture, dans votre raisonnement, dans votre compréhension de l'histoire des idées, une maturité exceptionnelle par rapport à des élèves de terminale. Bon. Mais si on prend un petit peu de champ, à l'échelle du dossier, les deux arguments qu'il va falloir que vous mobilisiez, et on peut le faire y compris dans les textes, hein, évidemment, si vous demandez le campus de Poitiers et de Dijon et que vous êtes particulièrement intéressé par Poitiers, bah, moi j'aurais tendance à vous dire, utilisez quand même une œuvre et des auteurs hispaniques. Hein, c'est quand même plus intéressant, ça permet ici de montrer votre intérêt, votre culture pour ce continent, et donc sud-américain, et vous allez vous démarquer. Mais les deux aspects vraiment les plus importants de votre dossier, ce qu'il faut que vous ayez toujours en tête pour Sciences Po, c'est la cohérence du dossier, d'accord, et la correspondance entre vos ambitions et ce que va vous proposer l'école. Bon. Il faut que tout votre dossier converge, je vous le disais tout à l'heure, vers les deux campus, les deux mineurs que vous allez demander. Ne donnez pas d'informations pirates. C'est tentant. Il y a des tas de choses dans votre vie qui sont objectivement passionnantes et qui ne correspondent pas au campus de Dijon, au campus de Menton, au campus de Reims ou de Paris, évidemment. Bon, c'est ce qui fait la richesse de chacun, c'est nos diversités et parfois nos petites incohérences. Bon, j'ose espérer que vous ne vous levez pas depuis 18 ans en agissant simplement pour que tout dans votre vie prenne sens par rapport au campus du Havre. Bon, ça n'aurait aucun sens. Mais, ayez cette lucidité de filtrer dans votre expérience ce qui est peut-être intéressant pour vos amis, pour vos proches, et qui pourrait pourquoi pas être intéressant à l'oral, mais qui là ne va pas nous intéresser au dossier. Dès que vous donnez une information dans le dossier, il faut qu'elle prenne sens par rapport au campus que vous allez demander. Implicitement, parfois, dans les textes activités centres d'intérêt, qui sont des textes communs à tout Parcoursup, explicitement dans les textes du projet motivé. D'accord ? Et, parce que c'était une question tout à l'heure, moi je pense qu'il ne faut pas trop mettre l'accent sur l'associatif. Sciences Po, quand même, a donné des signes montrant que ce n'était pas là forcément l'essentiel, et la réforme, la semaine dernière, le confirme. Voilà. On vous demande d'être de très bons élèves. On vous demande d'être à l'écoute, ça oui, hein, à l'écoute des vibrations du monde, à l'écoute des souffrances et des vulnérabilités de la société, faire preuve d'empathie. On va vous le demander à Sciences Po dans le cadre du parcours civique, c'est-à-dire de stages qui sont des stages à faire la première année, la deuxième année, et qui ensuite donnent lieu à un grand écrit, c'est-à-dire un dossier rédigé en troisième année qui est une sorte de mini-mémoire qui est apprécié par un enseignant. Donc ça oui, mais Sciences Po n'exige pas d'expérience associative et caritative. Ensuite, un certain nombre de textes qui étaient plus ou moins fléchés vers ça dans le projet motivé ont disparu. Je vous le disais d'ailleurs en début de cette intervention. Et les textes activités centres d'intérêt qui vous demandent vos engagements associatifs sont des textes facultatifs. Je vous dis, je pense qu'il faut les remplir à Sciences Po, mais ça reste quand même facultatif. Donc, surtout, ne vous sentez pas bloqué à l'entrée de Sciences Po parce que vous n'avez pas d'engagement associatif, et n'allez surtout pas sacrifier ou mettre en péril vos résultats académiques pour de l'associatif. Si vous voulez faire de l'associatif, faites-le, mais faites-le pour vous. Voilà, pour le dire très clairement. Pour Sciences Po, de toute façon, vous en ferez toujours bien assez. On arrivera toujours bien à vous faire réfléchir à partir des expériences que vous avez. Ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'heures que vous avez passées dans un engagement associatif. À 17 ans, 18 ans, c'est forcément modeste, et je ne vous le reproche pas. On ne peut pas vous demander à la fois d'être super performant et en même temps de sauver le monde. Bon, donc c'est forcément modeste. Les stages que vous aurez eus, ils sont des stages...
Voilà, ils sont parfois d'un intérêt un peu secondaire. Donc, en tant que tel, ça reste un peu anecdotique. En revanche, ce qui ne le sera pas, c'est votre capacité à réfléchir à l'événement, à lui donner du sens politiquement, à montrer qu'une expérience, fut-elle modeste, vous a permis ici de la situer politiquement et d'en tirer quelque chose pour réfléchir au rapport de force dans notre société. Et ça peut se faire à partir d'une expérience, j'insiste, qui est modeste, y compris en termes d'investissement temporel. D'accord? Donc, ne perdez pas de temps avec trop avec l'associatif cette année. Ou si vous le faites, faites-le pour vous. Mais, j'insiste, ça ne doit surtout pas mettre en péril l'essentiel, c'est-à-dire vos résultats. J'ai bien conscience que ce n'est pas exactement ce que vous aimeriez entendre, parce que c'est moins agréable d'être rivé à sa table de travail parfois que de s'engager dans l'associatif, où vous vous sentez utile, etc., valorisé, c'est narcissisant, mais stratégiquement, ce n'est pas le plus pertinent. Les attendus, ça c'est bon. Est-ce que les textes doivent être écrits en français ou peuvent-ils être écrits en anglais, par exemple? Alors, ça dépend ce que vous demandez. Si vous demandez le programme général, les textes sont en français. En revanche, dans certains doubles diplômes, notamment les doubles diplômes anglophones, là, les textes sont à écrire en anglais. D'accord? Et de la même manière, l'oral est en français pour le programme général, toujours. Exceptionnellement pour Reims, programme Europe-Amérique, vous pouvez avoir des questions en anglais. C'est pas tout l'oral, mais vous pouvez avoir des questions en anglais. En revanche, si vous êtes en procédure internationale, là, vous aurez largement des questions. L'oral se fera en anglais, d'accord? L'oral se fera en anglais, sauf si vous intégrez un campus strictement francophone, comme le campus de Paris. Mais dès que vous intégrez un campus anglophone, comme le campus de Reims, par exemple, là, l'intégralité de l'oral est en anglais, d'accord? Donc là, c'est bon, j'ai répondu à toutes les questions. Donc, juste sur le corps et solidarité, c'est les deux thèmes de l'année. Alors, je regarde si juste j'ai encore le temps de développer un peu. Oui, à peine. Donc le corps, bah, c'est pour ceux qui passent cette année, donc vous aurez à le travailler. C'est un thème qui peut paraître surprenant, parce qu'a priori, le corps est pas vraiment politique. Le corps, c'est même ce qui échappe aux politiques. C'est ce qui est de l'ordre de l'intime, hein, de l'organique. Ça échappe même à mon propre regard. Mon intimité organique, au fond de mes entrailles, je la vois pas. Donc le politique, dans l'image qu'on s'en fait, c'est plutôt ce qui est débattu dans l'espace public, ce qui se manifeste dans la rue, ce qui se présente à l'Assemblée, hein, ce qui se théorise. Le corps, c'est tout le contraire. Le corps, il est concret quand la politique est abstraite. Le corps, il est intime quand la politique est publique. Or, justement, dans la deuxième moitié du XXe siècle, bien des auteurs, derrière, à mon avis, une source absolument essentielle dans l'année qu'il faut que vous travailliez, qui est Michel Foucault, qui a théorisé la notion de micro-pouvoir et de biopouvoir, bien des auteurs pensent le corps comme le terrain particulier d'expression du politique. C'est même, nous dit Foucault, toute l'histoire de la modernité politique. Penser la modernité politique, nous dit Foucault, c'est penser le rapport entre un pouvoir qui cherche à s'exercer un maximum, à exercer un maximum d'emprise sur le corps, et en face, un sujet qui cherche à se soustraire au maximum à l'emprise du pouvoir. Voilà. Donc, en réalité, si on passe notre étonnement premier en disant, enfin, qu'est-ce que la politique a à voir avec le corps, hein? La politique, c'est mon choix. Je mange ce que je veux, je m'habille comme je veux. Je ne demande pas au gouvernement comment je dois m'habiller le matin avant de sortir. Et si on prend un peu de champ, on se rend compte que toutes les grandes questions polémiques, et réfléchir politiquement, c'est toujours réfléchir aux polémiques, aux rapports de force, hein, aux rapports ami-ennemi. Hein, penser politiquement, c'est toujours se demander où est mon ami, où est mon ennemi. Donc si on réfléchit en termes de polémique, on voit bien que les grandes questions politiques, ce sont des questions qui ont trait au corps. Hein. La question de la religion. Hein, alors, voile, abaya à l'école ou pas, la violence faite aux enfants au sein de l'Église catholique, la question de la guerre, hein, jusqu'où on s'engage à soutenir l'Ukraine, est-ce qu'on est prêt à envoyer des Français s'y battre et revenir peut-être morts ou avec des corps marqués, des gueules cassées comme on n'en a pas vu en Europe depuis des décennies, la question du soin, hein, pensez aux ouvrages de Victor Castanet, les fossoyeurs, les ogres, la question des personnes de soins apportées aux personnes âgées, aux plus jeunes, aux plus vulnérables dans notre société, aux enjeux de la Covid-19, hein, la vulnérabilité qui se lie dans les corps, et les travaux des sociologues comme Édouard Louis par exemple. Bon, bref, penser le corps, c'est se situer ainsi au carrefour de tous ces grands enjeux politiques. Et puis, la solidarité, c'est pareil. Ou plutôt, c'est l'inverse, mais les conséquences sont les mêmes. C'est-à-dire que solidarité, c'est un thème qui est tellement évidemment politique qu'il l'est même presque dans le mauvais sens du terme. Hein. C'est un terme, disons, de la novlangue politicienne et qui peut sembler être un élément de langage. Et en cela, on se dit, oui, bah non, si la politique c'est ça, c'est simplement
placer des éléments de langage, c'est pas la peine d'en faire. Bon, en cela, c'est un thème qui sature tellement le débat public qu'on voit pas bien ce qu'on aura à en faire, parce que dans un monde où tout est solidaire, rien ne l'est. Hein. Si on a besoin de rappeler sans cesse de la solidarité, si même le bouchon sur la bouteille de lait, il est solidaire, parce qu'il se décroche pas de la bouteille, c'est bien qu'il y a un déficit de solidarité. Sinon, on n'aurait pas besoin de la rappeler sans cesse. Bon. Pourquoi est-ce que la solidarité, après avoir été longtemps, à la fin du 19e siècle, quasiment l'épine dorsale de la pensée politique de la Troisième République, pourquoi la solidarité a connu une longue éclipse, en gros de 1914 à 2008 à peu près, et pourquoi est-ce que cette solidarité revient ici sur le devant de la scène, dans le discours politique ces dernières années? Comment est-ce que la solidarité doit être pensée? Comment est-ce que la solidarité, parce que c'est son enjeu, arrive à rendre concret les concepts qui sont au cœur même de notre devise, l'égalité et la liberté. C'est quand même l'enjeu de la solidarité, ça. C'est permettre de faire ressentir des liens d'interdépendance, donc égalitaires. Vous dépendez de moi et moi de vous, c'est le principe du don et du contre-don. Des liens d'interdépendance dans une société qui est tout de même une société d'individus libres. À la fois donc garder le meilleur du libéralisme, c'est-à-dire l'autonomie du sujet, et en même temps sauver le meilleur, si je puis dire, du socialisme, c'est-à-dire l'idée d'un corps collectif fondé sur l'entraide et sur l'interdépendance. Et c'est vrai que le discours de la solidarité est un discours qui va être largement entonné par la gauche politique. C'est, alors tout particulièrement depuis la crise économique des subprimes de 2008, mais plus largement depuis les années 90, si on remonte un petit peu, parce que la pensée de la solidarité est vue comme le discours quasiment, le mantra de la social-démocratie, c'est-à-dire d'une gauche qui cherche à s'autonomiser du socialisme et du marxisme. Le XXe siècle a été quand même caractérisé par la défaite du marxisme, parce que d'abord, les tentatives d'application du socialisme réel ont quand même toujours tourné au carnage, en Chine, en URSS, à Cuba, au Cambodge, etc. Et que, en plus, l'approche marxiste des phénomènes sociaux, c'est-à-dire une approche strictement économiste, fondée sur l'opposition entre l'infrastructure et la superstructure, avec une infrastructure strictement économique, cette approche est totalement dépassée aujourd'hui. Les auteurs de gauche, y compris, sont les premiers à le dire. Bon. Est-ce que ça veut dire qu'alors, comme le dirait Margaret Thatcher, « there is no alternative » et que la société de marché a gagné, et qu'il faut la laisser se déployer dans toute sa force? Ou est-ce qu'on peut quand même lui opposer une résistance? Est-ce qu'on peut quand même, de l'intérieur même du libéralisme, opposer une résistance à la loi du marché? C'est ce que propose aujourd'hui la gauche social-démocrate, avec la notion de solidarité, avec quelques réussites en Allemagne, au Royaume-Uni, une plus grande difficulté en France, pour des raisons historiques et philosophiques que je vous expliquerai en temps et en heure, mais c'est cette pensée-là qu'il faut être capable de détailler et de comprendre. D'accord? Bon, mais si là je vais plus loin, je vous promets que, déjà là j'ai largement dépassé mon horaire, mais que là je vous garde toute la soirée. Retenez à peu près que, je vous le disais, Sciences Po Paris, c'est 7% de reçus, les IEP, c'est 9%. Nous, au cours du Parnasse, on fait rentrer un peu plus d'un candidat sur 3. Voilà. Tout confondu. Ce qui me semble bien. Je pense que raisonnablement, on ne peut pas faire mieux. Enfin, on peut pas faire mieux. On peut toujours faire mieux, si évidemment, mais on ne peut pas faire significativement mieux. On fait tout pour se dépasser, le fameux goût de l'effort de tout à l'heure. Mais ça ne peut pas être massivement plus, parce que ce sont quand même des concours très difficiles qui sont caractérisés par un fort aléa. Et donc là, je suis obligé de vous le dire quand même, et je vous le disais tout à l'heure, mais j'insiste, prévoyez des plans B. C'est absolument indispensable. Ces concours, même si vous les préparez très sérieusement, et je ne doute pas que vous le ferez, vous avez toujours de chances de ne pas les avoir plutôt que de les avoir. D'accord? Même si vous êtes très appliqué, même si vous êtes très bien entouré. Bon, il faut donc toujours, et on l'a commencé ce soir, mais continuer, alors avec nous j'espère, mais sinon avec vous, mais aussi avec vos familles, avec vos amis, avec vos enseignants, à envisager les classes prépa, les doubles licences, les écoles alternatives, qui vous permettront quand même d'arriver à la fin de l'année scolaire de terminale relativement serein, en ne misant pas tout sur un concours ultra difficile, et forcément un petit peu aléatoire, j'insiste. D'accord? Plus de questions? Sur le sur, pour nous contacter, numéro de téléphone, donc non, là, il n'y a pas de QR code, mais numéro de téléphone, et le site. Et sur le site, vous avez, alors on est sur les différents réseaux sociaux, on y sera d'ailleurs de plus en plus, et sur le site, je vous disais, vous avez le mail de contact @lescoursduparnasse qui vous permet d'envoyer un lien et un mail, et ensuite c'est dispatché évidemment en fonction de qui vous vous adressez, et donc n'hésitez pas à m'en envoyer un si vous le souhaitez. Ça marche? Alors Fontainebleau, c'est un peu différent parce que c'est pour des élèves avec un profil scientifique. Donc
pour l'instant, nous n'y préparons pas. Voilà. Et puis encore, moi je dirais, alors vous allez me dire, c'est peut-être pas glorieux, mais prudence, hein. Laissons les premières lignes d'abord se sacrifier, en tout cas y aller. C'est une école qui est très très récente, donc attendons peut-être d'avoir quelques diplômés déjà pour voir ce qu'ils font, pour avoir des étudiants, enfin des anciens étudiants qui sont des jeunes actifs qui pourront prendre donc des étudiants en stage, etc. C'est comme ça qu'une école fonctionne, hein. Les gens rentrent, ils en sortent, ce sont des alumni, des anciens élèves, un alumnus, une alumna, des alumni. Et ces anciens élèves vont essaimer, accueillir en stage des étudiants, etc. Et l'école gagne alors en prestige. Là, on est encore au tout début, on est encore au balbutiement. Rendez-vous compte, l'IEP de Saint-Germain-en-Laye, ça fait 10 ans qu'il existe, et on estime encore qu'il est trop jeune pour avoir le prestige de la plupart des autres IEP, alors que ça fait 10 ans, voyez, et qu'on a donc forcément déjà beaucoup de diplômés. Donc là, à Fontainebleau, on est encore au balbutiement. C'est très bien que ça existe, hein, et longue vie à Fontainebleau, j'espère qu'il va prospérer. Mais je pense que pour l'instant, il faut être encore il faut être attentif, assurément, et un petit peu prudent. Voilà. Ça marche? Plus de questions? Sans regret, sans remords? Bon. J'espère j'espère vous avoir intéressé, j'espère vous avoir rassuré, vous avoir averti des écueils et en même temps des chances de l'école. J'espère vous avoir convaincu, j'espère que vous nous rejoindrez, présentiel ou distanciel. On sera en tout cas ravis, je parle là au nom aussi de mes collègues, ravis de vous accueillir, ravis de travailler avec vous, ravis de réfléchir avec vous, parce qu'une prépa, c'est pas que des profs qui font cours, c'est aussi une émulation collective, évidemment. Hein, on passe soit le concours, mais on est porté par une équipe, évidemment. Et quoi qu'il en soit, même si vous ne nous rejoignez pas, hein, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente orientation, à l'évidence méritée, et j'espère qu'elle vous donnera tout le loisir ensuite de vous réaliser professionnellement comme vous y avez bien sûr droit. Passez une très bonne soirée, je reste à votre disposition si vous avez la moindre question, et à bientôt j'espère. Au revoir.